Du coup, je voulais regarder avec vous un extrait de Quotidien, mais en règle générale pour parler aussi d'autre chose, ça va un petit peu rejoindre, quand j'ai fait mon react sur TikTok et sur l'algorithme TikTok, et ça va aussi un petit peu rejoindre le react qu'a fait la Zawa sur le sujet de Bolcheviks pour l'humanité sur l'île de la Skibidi Tentafruit et sur le brain rot. Mais il y a Quotidien du coup qui a invité un journaliste et une psychiatre pour parler du brain rot et est-ce que les téléphones nous rendent débiles? Est-ce que les jeunes sont voués à avoir le cerveau qui leur coule par les oreilles? Est-ce que nous sommes tous foutus, globalement? Et moi, j'aime beaucoup quand la télé se mêle de ce genre de sujet parce que souvent, il y a des sujets qui sont propres à Internet, qui sont, même d'ailleurs la plupart du temps, les sujets qui sont propres à Internet et aux nouvelles technologies, entre guillemets, sont souvent traités de façon très alarmiste, en mode c'est la fin des haricots, les jeunes vont tous mourir, etc. Et on sait que la télé aime bien jouer à se faire peur sur les tendances qui sont propres aux jeunes. Donc je vous propose que on regarde ce petit extrait de Quotidien qui s'appelle Sommes-nous de plus en plus cons? Le doc stupéfiant de Martin Veil. Oui, parce que Martin Veil, il a fait un documentaire où il a montré à des jeunes des extraits de l'INA en disant regardez, à l'époque, les gens, ils parlaient bien. Droitard de merde. Bref, l'adultisme, le véritable brain rot. Bah, in fine, c'est ça, hein. C'est ça le vrai problème, quoi. C'est le regard méprisant des adultes, surtout si ça s'apparente aux jeunes. Mais nous aurons l'occasion d'en parler. Quotidien a fait donc un sujet sur le brain rot. Moi, j'aime beaucoup m'intéresser à la question des mèmes, des tendances, de qu'est-ce qui fait que tel ou tel type de mème se développe dans telle ou telle génération. Donc allons-y. Et d'ailleurs, si vous êtes là sur YouTube, si vous nous regardez sur YouTube, bonjour YouTube, le chat, dites bonjour à YouTube. Bonjour YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez l'impression que les réseaux sociaux vous ont rendu plus con? Ou alors mettez un like, partagez la vidéo si ça vous a intéressé, si ça vous a appris quelque chose. Et surtout, abonnez-vous, mettez la cloche, tout ça, vous savez quoi faire. Non, moi, c'est le shit. C'est vrai aussi. Mais il y a un sujet là-dessus, sur la façon dont la question des réseaux sociaux et des écrans est de plus en plus traitée, enfin, a toujours été traitée, mais on voit que ça s'est vraiment intégré dans notre façon habituelle de parler des écrans sous l'angle de l'addiction, ce qui est vraiment déjà un paradigme inefficace pour parler de la question de la consommation de drogue en règle générale. Je vous renvoie au live qu'on a fait sur Zawa Prod avec Zoé Dubus, aux 2 lives qu'on a fait avec Zoé Dubus sur Zawa Prod. Mais voilà, ce paradigme de l'addiction qui commence à être accolé absolument à tout, alors que c'est le truc qui permet le moins de comprendre la complexité des phénomènes sociaux. Bref. Sylvie Chocron, vous êtes neuropsychologue, directrice de la recherche au CNRS et responsable de l'équipe Vision et Cognition à la Fondation ophtalmologiste Rothschild. Quentin Levent, vous êtes spécialiste des mondes numériques et journaliste notamment pour Le Monde, La Croix et France Culture. Et pour résumer, vous êtes un nerd de profession. Ah, les deux sont dans le reportage de Martin Veil. Ah ouais. Mais attends, du coup, lui, c'est qui? Quentin Levent, Contribution au Monde. Qu'est-ce qu'il a publié pour Le Monde, par exemple? Internet Archive, les vidéos racistes générées par IA, le business... Ah, ok, c'est lui qui a fait l'article sur le business du brain rot. Ok, lui, il s'est intéressé un petit peu aux gens qui produisent du brain rot à la chaîne, etc. Alors, brain rot, je vais vous expliquer ce que c'est que le brain rot, d'autant que les journalistes... Non, en vrai, les premiers, ça a été les dictionnaires états-uniens, anglophones, pardon, qui ont... Parce que je crois que c'était le mot de 2025 ou de 2026, c'était le mot brain rot qui est rentré dans le dictionnaire en Angleterre ou aux États-Unis? En Angleterre, je crois. Il y a 2 définitions du brain rot, on va dire. Est-ce que personnellement, vous avez le sentiment d'être un peu plus bête qu'il y a quelques années à cause de tout ce qu'on voit, à cause du téléphone? Déjà, quelle question stupide. Est-ce que je suis plus bête qu'il y a quelques années? Bah, ça dépend quand. Quand j'avais 16 ans, j'étais plus bête que maintenant, oui. En fait, c'est vraiment une question, tu peux la poser à des vieux si tu veux et tout, mais genre, est-ce que c'est une question de téléphone ou juste d'adaptation? Tu sais, genre, il y a un truc de bon. Ça veut dire quoi? Est-ce que t'as l'impression d'être plus bête? Oui, ça dépend sur quoi aussi, quoi. Genre, j'ai l'impression de beaucoup plus connaître de choses du monde grâce à Internet aussi, tu vois. Genre, c'est... Est-ce qu'on peut se rendre compte? Oui, déjà, est-ce qu'on peut se rendre compte déjà de base qu'on est plus bête? Puisque si le propre de la bêtise, c'est de pas savoir que t'es bête, ça sert à quoi d'auto-déclarer son propre sentiment d'être plus bête? Et aussi, c'est beaucoup plus logique, par exemple. Il y a un truc qu'on dit souvent, c'est que intellectuellement, cognitivement, tu t'atteins ton pic quand tu fais tes études. Parce que, et même à des périodes où en fait, t'as l'habitude d'apprendre beaucoup de choses et du coup, ton cerveau a l'habitude d'être malléable et d'apprendre des trucs et du coup, tu te sens plus intelligent. Et du coup, souvent, les gens considèrent, et moi, c'est un truc que mes parents, ils m'ont toujours dit, que tu seras jamais aussi intelligent et tu seras jamais aussi au top de tes capacités intellectuelles que pendant tes études. Et après, bah, en fait, la vie professionnelle, la vie quotidienne va faire que tu vas stagner et perdre certaines des capacités que t'as entraînées au quotidien quand tu faisais tes études, tu vois. Donc, rien que ça, c'est un truc qui, bah, moi, c'est un truc qu'on m'a toujours présenté comme une évidence.
l'inverse, mais plutôt de la résultante de l'aliénation au travail. Donc c'est aussi un problème. Et après, en effet, je suis d'accord, ça dépend totalement du métier aussi, hein. Mais en vrai, même dans des métiers un peu cons où t'automatises, parce que tu sais, c'est un peu le cliché de, notamment dans les métiers qui sont autour des sciences humaines, des trucs, je sais pas, des consultants, des machins comme ça, il n'y a pas beaucoup de réflexion en vrai de vrai. C'est-à-dire que la vraie curiosité, tu la déploies davantage dans tes études, où tu découvres des trucs et t'es en mode, ah vas-y, je veux passer pour intelligent devant le prof, etc. Et quand tu fais ton travail, même si t'as un truc de consultant un peu intéressant où tu dois faire des statistiques, découvrir des profils, de trucs comme ça, bah en fait, à moins que ce soit vraiment un sujet qui te botte, pour toi c'est un taf et tu dois travailler pour un client et tu vas beaucoup moins avoir le sentiment de t'investir pour toi-même que quand tu fais tes études, quoi, je sais pas. Moi, c'est l'inverse, à l'école, j'étais pas une flèche MDR, je me suis éduqué grâce au chômage par contre. Ok. La découverte de la Zawa m'a beaucoup aidé aussi, je me suis passionné pour plein de choses grâce à vous et pas comme. Oui, en fait, c'est ça que t'as plein de trucs où, en fait, le truc de ah là là, est-ce que notre téléphone nous rend plus con? Évidemment, c'est une question bête pour lancer le sujet, mais bah en fait, ça ne veut strictement rien dire parce que t'as différentes personnes qui ont des différents usages de leur téléphone. Ça peut être un accès massif à de la connaissance et à de la curiosité, tout comme ça peut être un espace où tu t'abrutis et tu oublies ta vie quotidienne qui est encore plus déprimante. Enfin, tu sais, t'as un truc, c'est un outil, quoi, ça dépend des usages. Voilà. J'ai 20 ans, j'ai l'impression que je connaissais rien avant parce que j'avais pas l'impulsion d'apprendre. Oui, mais de fou. Quand j'étais aux alentours de 20-21 ans, ça a été vraiment les moments où je me suis le plus amusé, on va dire, dans ma vie intellectuelle, parce que ça a été vraiment aux alentours du moment où j'ai eu le sentiment de saisir ce qu'on m'apprenait, là où avant c'était un peu en mode t'essayes d'apprendre un petit peu et t'essaies d'intégrer des trucs mais tu sais pas trop à quoi ça sert, où vraiment j'ai eu le sentiment d'être plus en contrôle de ce que j'apprends et plus dans une curiosité qui venait de moi et pas d'une obligation, qu'elle soit scolaire ou autre, tu vois. Et donc moi ça a fait que ouais, mes 20-21 ans, ça a été la période où j'ai le plus lu de trucs dans mon coin, où je me suis plus renseigné sur des trucs dans mon coin. Enfin, ça a été vraiment... Ouais, ça a été vraiment le pic de ça pour moi, quoi. J'ai 54 ans, j'apprends bien mieux qu'à 20 ans, vive les neurones. Bah oui, mais c'est aussi... Bref. On va en parler justement, parce que là, en l'occurrence, là, on est sur l'apprentissage, on est sur le scolaire et tout, mais je pense que là, le sujet, ça va être plus sur les mèmes, sur les réseaux sociaux et sur la consommation des réseaux sociaux, donc peut-être qu'ils vont parler d'autre chose. Parce qu'on est tous un peu dans la même situation, on a de plus en plus de mal à utiliser... Vous, perso, vous avez l'impression d'être... Alors, moi, j'ai de la chance parce que je suis pas sur les réseaux sociaux, c'est déjà une chance. Bah, c'est bien sur les réseaux sociaux. C'est très bien. Je ne l'ai pas vu revenir, mais il est là. Il est revenu. Ah bah tiens, Jean-Michel Apathy, très bon exemple d'un vieux dont le déclin cognitif est visible en direct sur Twitter, par exemple. Vous voulez la réponse à la question? Ça nous protège un petit peu, je pense, mais je suis comme tout le monde. J'ai du mal à trouver mon chemin sans GPS, j'ai du mal à faire attention, j'ai du mal à faire une seule chose à la fois, comme tout le monde, je pense. Et vous, Quentin? Plus bête, je sais pas, mais plus perdu, en tout cas. Moins concentré? Moins concentré, je sais plus m'ennuyer, par exemple. Et surtout plus perdu par rapport au monde qui m'entoure. C'est-à-dire que le monde, je le comprends plus. Le téléphone, je sais plus comment il fonctionne. Après, vous êtes jeune. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de vous ennuyer? Oui. Quand j'étais enfant, je m'ennuyais. Puis quand j'étais enfant, j'étais très intelligent. Bah oui, c'est juste que t'es un journaliste, du coup t'as une posture de boomer sur le monde qui t'entoure. Et c'est ok, hein, c'est pas grave. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais oui, le truc de oh là là, j'ai l'impression que je n'arrive plus à m'ennuyer. Je ne comprends plus les téléphones. Je ne comprends plus ce qui se passe. En fait, oui, quotidien, c'est du adult slop. C'est vraiment du slop à part entière. C'est vraiment le café du commerce, mais de la petite bourgeoisie, quoi. Aussi bon, le brain rot, ça n'existait pas avant TikTok. Genre, vous vous souvenez des émissions d'éveil à la con qu'on avait fin des années 90 jusqu'au début. Non, mais de fou. Mais bref. On va en parler quand ils vont montrer les exemples de brain rot, mais vous inquiétez pas, on va arriver sur la définition du brain rot après. Et surtout, le truc de j'ai l'impression que je ne comprends plus rien au monde. Est-ce que c'est pas aussi parce que tu atteins le paradoxe de la connaissance? C'est le truc de plus tu connais des trucs et plus t'as l'impression de rien connaître. C'est la sagesse, c'est de savoir que je ne sais rien, que c'est pas justement un signe d'intelligence. Je sais pas, hein. Martin, toi, est-ce que tu penses que t'es un peu plus abruti qu'avant? Ce que je trouve très intéressant. En vrai oui, mais alors je dirais pas forcément que c'est irréversible. Par contre, j'ai remarqué, je pense, comme tout le monde autour de cette table, que j'ai plus de mal quand je regarde un film. Je trouve ça un petit peu plus long. Je me sens un peu plus agité. Quand on me disait, on ne s'ennuie plus. Et en fait, les chercheurs expliquent que l'ennui, c'est très important parce que notre cerveau, il fonctionne. On ne s'en rend pas compte, mais c'est à ce moment-là qu'on trouve des idées, qu'on réfléchit à des problèmes, qu'on trouve des solutions. Le fait d'être constamment dessus, avoir cette espèce de rush de dopamine tout le temps, oui, je suis persuadé que moi, ça me rend pas plus intelligent. Oui, du coup, la take sur l'ennui, c'est en gros quand tu t'emmerdes, ton cerveau, il essaye d'arrêter de s'emmerder, du coup, il se met à tryhard pour te divertir. Oui, ok. Et du coup, le fait que ton cerveau tryhard pour te divertir, bah ça l'entraîne et du coup, ça fait qu'il reste en bonne santé, etc. Sauf qu'en fait, bah si tu t'emmerdes tout le temps, l'ennui prolongé, là, pour le coup, ça te détruit tes capacités
capacité cognitive aussi, tu vois. Genre, tu sais, c'est vraiment un truc, pour eux, l'ennui, je sais pas, c'est d'attendre le bus ou d'attendre le métro. C'est pas une vie ennuyeuse tous les jours, c'est pas l'ennui au travail, l'aliénation. C'est l'aliénation aussi, c'est une forme d'ennui. Tu t'emmerdes au taf quand tu fais le pied de grue. Je sais pas, quand tu bosses dans la vente, dans le commerce, tu fais le pied de grue toute la journée à attendre des clients qui viennent pas, etc. et que tu t'emmerdes, bah en fait, désolé, c'est pas très bon pour tes capacités cognitives, non. Au contraire, justement, t'as beaucoup de recherches qui ont été faites sur l'aliénation au travail, dans les classes populaires, chez les ouvriers, etc. Ou au contraire, le fait de beaucoup s'ennuyer, le fait de pas avoir un travail satisfaisant, bah ça fait perdre des capacités cognitives et ça faisait des gens qui arrivaient moins à parler, arrivaient moins à s'exprimer et perdaient des capacités importantes à cause justement de l'aliénation au travail et de la violence de l'exploitation. Donc en fait, c'est quoi? Est-ce qu'il y a le bon ennui et le mauvais ennui? En fait, c'est aussi ça là où on arrive à ce truc-là. Bon, je vous spoil un petit peu la take, mais en fait, on arrive à un truc où on espère de nous glorifier l'ennui et puis la dépression aussi. Oui, la dépression aussi, ça te détruit le cerveau aussi, quoi. Il faut mettre du temps avant de se réhabituer, de réapprendre à être actif, etc., quoi. Mais on revient au truc où, c'est ça, eux, ils parlent d'un ennui au sens du far niente, au sens de je m'ennuie un peu en vacances, je suis au soleil, mais du coup, je réfléchis à des trucs. Et en fait, ils sont dans un rapport à l'ennui qui est un rapport volontaire, presque choisi à l'ennui, un rapport esthétique et confortable à l'ennui. Alors que pour beaucoup de personnes, la réalité de l'ennui, c'est l'aliénation, c'est l'abrutissement et c'est un ennui contraint, quoi. Oui, c'est ça. Eux, ils voient ça comme de l'oisiveté parce que c'est avant tout des bourgeois, voilà, quoi. Ça me rappelle un vieux documentaire sur les jeux vidéo datant de 1995 où les mecs disent que les jeux vidéo, c'est pas bien car ça détruit les moments où on ne faisait rien et qu'attendre le dîner fait partie de l'identité de l'enfant. Ou peut-être que l'enfant qui attend perpétuellement le dîner n'est pas particulièrement l'enfant qu'on veut demain. Je sais pas. Après, il y a aussi un rapport philosophique et spirituel à l'ennui. Oui, bien sûr. Mais ce rapport philosophique et spirituel à l'ennui implique d'avoir le luxe de le construire et pas de le subir. Paul, tu as regardé le doc de Martin dans lequel on retrouve Sylvie et Quentin. Toi qui es tellement intelligent, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah déjà, j'ai trouvé que j'étais con parce que j'ai appris plein de choses dans ce On est documentaire. tous cons là, si je comprends bien. Pardon, mais vous êtes pas con parce qu'il y a des choses que vous savez pas, hein. C'est normal de ne pas savoir certaines choses. Et genre, c'est pas parce que vous parlez à la télé et que vous êtes censé être des espèces de stars qui devaient donner l'illusion de tout savoir que non, c'est ok. Parfois, vous ne savez pas des choses, ça ne fait pas de vous quelqu'un de con. Vous êtes con pour d'autres raisons. Ça oui, pour vos façons de réfléchir aux choses et au monde. Mais t'es pas con parce que t'apprends des choses, en fait. Au contraire. En fait, c'est même ce truc presque négatif. En fait, j'ai l'impression c'est ça, c'est que ils ont vu un documentaire qui apparemment leur a appris des choses. Bon, le documentaire est nul à chier, un spoiler alerte. Donc ils ont vu un reportage qui apparemment leur a appris des choses. Et du coup, leur premier réflexe, c'est de dire je suis con. Au lieu de se dire je suis content d'avoir appris quelque chose. C'est aussi ça. Ils ont un rapport un peu bizarre à l'apprentissage aussi, quoi. Oui, ils sont juste médiocres, t'as raison. Ils sont pas cons, ils sont juste médiocres. L'effet Julien Lepers leur a bouffé le crâne. C'est quoi l'effet Julien Lepers? C'est quoi? C'est le côté question à un champion, l'intelligence, c'est de savoir plein de trucs et d'avoir une mémoire encyclopédique, c'est ça? T'es con car tu refuses d'admettre que tu sais rien. Ouais, c'est ça. Hein. Celui qui pose les questions connaît forcément les réponses, alors que non. C'est ça l'effet Julien Lepers? Ah, les gens pensaient que Julien... Ah, ok, d'accord, les gens pensaient que Julien Lepers était intelligent parce que c'était lui qui posait les questions, alors qu'en fait, juste il lisait des questions. Oh, ok, d'accord. Oui. Très bon exemple de l'effet Julien Lepers, du coup, oui. Notamment découvert l'existence du brain rot, je crois qu'on va en parler, je connaissais pas. La façon dont le scroll aussi est pensé pour nous abrutir et le temps que l'on passe sur notre téléphone. Tiens, c'est intéressant qu'à ce moment-là, ils aient montré un extrait de AJ+. Intéressant de dire, au moment de dire abrutir, ils mettent AJ+. Notamment sur la pétition contre la loi Yadan. C'est intéressant, ça. Je sais que c'est le hasard, parce que genre je pense que la personne qui a passé le bobino, le bobino, j'ai quel âge? La personne qui a passé le bob, la personne qui a passé le magnéto, l'extrait vidéo, ne savait pas qu'à ce moment-là, il a dire voilà. Mais la coïncidence est assez drôle quand voilà, quoi. Voilà. Et le temps que l'on passe sur notre téléphone, que le doc accumule sur les années qui nous restent à vivre, c'est-à-dire que toi, Martin, si tu continues comme ça à utiliser ton smartphone à peu près 6 heures par jour, ça veut dire que tu vas passer 11 années de ta vie sur ton téléphone. En fait, moi, je trouve que c'est assez marrant cette façon de segmenter les usages sociaux en fonction en nombre d'années de ta vie que tu passes à faire ça. Tu sais, c'est souvent les gens qui disent tu passes tant d'années de ta vie à dormir, ou tu passes tant d'années de ta vie à je sais pas te brosser les dents, tu vois, genre des trucs comme ça. Et un peu cette idée que ouais, c'est ça, c'est un peu ça renvoie à un peu cette idéologie que la vie étant courte et finie, il faut absolument en optimiser chacun petit moment. Et en fait, optimiser tout, c'est aussi ce qui amène au scroll compulsif, de rien vouloir rater et de la peur de la FOMO, etc. Et donc presque en voulant dénoncer le scroll compulsif, ils en reproduisent les mêmes effets parce qu'ils reproduisent les raisons idéologiques, psychologiques qui t'amènent aussi à ne pas réussir à décrocher de ton truc, quoi. Oui, et puis aussi, c'est sous-entendu, c'est du temps qui n'est pas productif, c'est du temps que tu ne passes pas au travail.
travail, c'est du temps que tu ne passes pas à t'occuper des autres, etc. En fait, c'est du temps qui pourrait être alloué ailleurs dans quelque chose de plus vertueux, plus productif, etc., etc. Alors que bon, les gens ils font ce qu'ils veulent, quoi. Vu comme ça, quand on parle en année, ça fout sacrément les jetons. Oui, parce que ramener tout ça en année, c'est fait pour faire peur. Alors qu'en réalité, est-ce que c'est si grave de passer tout ce temps de ta vie sur ton téléphone? Ça dépend qu'est-ce que t'en fais sur ton téléphone. Est-ce que t'apprends des choses? Est-ce que quand t'es pas les yeux rivés sur ton téléphone, mais que t'écoutes un podcast sur ton téléphone, ça compte en heure de ton téléphone parce que ce podcast, il peut être très intéressant. Ça peut être un podcast d'histoire qui t'apprend des choses. Ou alors, ça peut être, oui, ok, du doom scroll sur TikTok, mais parce que aussi, à ce moment-là, t'as besoin de fuir ta vie de merde et que du coup, tu doom scroll sur TikTok pour absolument fuir ton quotidien de merde. Et que c'est peut-être une façon vertueuse d'occuper ta vie, d'oublier ton aliénation quotidienne. Tu sais, genre, il y a un peu un truc de genre, le téléphone, ça veut rien dire, qu'est-ce que t'en fais, on n'en sait rien, mais apparemment, ça fait peur parce qu'on le met en année. Oui, c'est fait pour. Moi, il y a une chose qui m'a marqué quand même, c'est la façon dont le vocabulaire et l'éloquence sont objectivement en train de disparaître. Le fil rouge du doc, c'est une bande de jeunes de 15-26 ans, de tous les horizons, que Martin a réunis pour parler de ce sujet. Et à un moment, Martin, tu leur montres cette archive de l'INA. Le mec, il a vraiment fait le truc de droitard Twitter. Alors c'est objectivement, bon, je sais pas ce que ça veut dire, hein. Sa question est flinguée au sol déjà. Regardez, on a montré à ces jeunes comment les jeunes à l'époque parlaient avec un langage fleuri et varié. Ça fait peur, les jeunes aujourd'hui ne savent plus parler. Dans les années 50, c'était mieux. Pouvez-vous donner votre définition du héros? Je crois qu'on ne peut pas définir le héros dans l'absolu. On ne peut définir le héros que par rapport à l'individu. Pour moi, le héros, ce n'est pas celui qui meurt, c'est celui qui a le courage de vivre, le courage de donner son cœur, son intelligence et non seulement son corps à un idéal. Dans la jeunesse, Beaucoup de mots pour dire, le héros, ça veut pas dire grand-chose, mais c'est celui qui fait des trucs et qui y croit, quoi. Vraiment. En fait, désolé, mais si on a débarrassé notre langage quotidien du bullshit permanent, tant mieux, hein, c'est plus efficace. Hein. besoin de se montrer, d'exposer. Et c'est bien ce que fait le héros, au contraire du sage. Il a des actions brillantes, glorieuses, et la jeunesse s'attache beaucoup trop à cette gloire. Ça calme, hein? Bah non, ça calme pas. Parce que globalement, les gens de ton archivina, ils ont dit des trucs réactionnaires avec des mots un peu trop savants pour bullshiter autour de trucs qui n'arrangent pas grand-chose au film. Waouh, le héros, il fait des choses glorieuses. Tu voudrais dire que la gloire et l'héroïsme font partie du même champ lexical et du même champ de représentation sociale? Mais non. Donc le héros, c'est celui qui fait des trucs de fou. Waouh. Putain, on a appris des choses grâce à cette archive, hein, vraiment. Les jeunes des années 50 pouvaient nous en apprendre beaucoup sur l'héroïsme. Et d'ailleurs, les jeunes doivent arrêter de poursuivre la gloire, car c'est un problème. Droitard de merde, c'est surtout ça, moi, que je vois dans ces archives Vina. Hein. C'est que vraiment, les gens étaient réactionnaires, quoi. Je pense que c'est plus le niveau d'expression, c'est plus le niveau d'expression des jeunes à l'époque versus aujourd'hui. Mais justement, on va y venir. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez des jeunes qui s'expriment comme ça? Ils ont à peu près votre âge. Le premier constat, là, c'est qu'on a régressé, quoi. Ah oui, parce que c'est fait pour. En fait, c'est ça, c'est que ce qui est fascinant, c'est que du coup, ils font un cadrage qui t'oblige à te mettre dans une vision de la régression. Et comme ça, regardez, c'est même les jeunes d'aujourd'hui qui disent qu'ils ont régressé. Bah non, vous n'avez pas régressé. Parce que si on vous demande c'est quoi la définition du héros, fondamentalement, dans ce que vous allez exprimer en termes de fond, ça va pas être moins intelligent qu'eux. En fait, c'est ça le truc, c'est que le test qu'il aurait dû faire, c'est d'abord leur demander, tiens, c'est quoi ta définition d'un héros? Leur demander, et ensuite passer la vidéo pour comparer. Là, on aurait vu peut-être si les gens des années 50 disaient des trucs substantivement plus intéressants. C'est pas parce qu'il y a plus de mots que c'est plus intelligent. Oui, ils se font complètement gaslight par ça, mais parce qu'en fait, c'est un confort. Là, ils vont parler tout à l'heure du doom scrolling, etc., comme une espèce de confort cognitif où t'as plus rien à faire, mais c'est aussi une forme de confort intellectuel. Et surtout, tout ce qu'on voit concrètement, c'est des gens qui avaient plus de vocabulaire pour dire la même chose. Aujourd'hui, on a moins de vocabulaire, mais on arrive quand même à communiquer entre nous. Il n'y a pas un problème majeur d'incommunicabilité, que les gens ne se comprennent plus linguistiquement, etc. C'est qu'en fait, oui, la plupart des linguistes dont j'ai entendu parler de ce genre de panique morale, ils disent tous, oui, c'est normal. Il y a une tendance à raccourcir le nombre de mots que tu as besoin pour transmettre une idée. Et en fait, maintenant, on a un langage qui est plus efficace. Et c'est pas grave, c'est pas bien, c'est juste la façon dont maintenant on communique. Et en fait, le standard de communication, il est basé sur l'inter-intelligibilité. Et que tant que les gens se comprennent entre eux, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles du nombre de mots qu'ils utilisent? C'est quoi cette espèce de fétichisation du vocabulaire? Si on arrive de la même façon à exprimer des nuances, des trucs comme ça, et même que ces nuances, ça peut être dans le non-verbal. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de parler comme un bouquin. C'est-à-dire que beaucoup de nuances, c'est-à-dire si je dis « Non, c'est bien hein !» ou alors si je dis « Ah, c'est bien !» c'est pas pareil. Il y a une nuance qui est, c'est pas du non-verbal exactement parce que c'est dans l'intonation que je donne, mais que je n'ai pas besoin d'utiliser un autre mot que bien, j'ai simplement besoin de lui donner un contexte qui lui donne une coloration et qui peut même lui donner une couche de lecture supplémentaire, de l'ironie, de la distance, etc., etc. Les paniques morales sur le langage, c'est une façon
qu'ont les boomers. Oui, c'est le même débat exact, c'est pareil avec la musique de fou. Les paniques morales sur le langage, c'est la façon qu'ont les boomers de quantifier le déclinisme. C'est de prouver que c'était mieux avant et que tout part à volo, ma bonne dame, et que tout va mal, et qu'en fait, finalement, on est dans une régression culturelle qui favorise bien le discours de l'extrême droite, by the way. Les discours de régression, ils sont jamais neutres. Ils ont toujours une forme d'idéologie passéiste, autoritaire, droitière, conservatrice, réactionnaire derrière eux. Et donc, le vocabulaire, ça leur permet de quantifier, de rendre objectif, de naturaliser, presque de scientificiser un discours du décliniste qui n'est qu'un discours émotionnel. Le discours décliniste, c'est un discours émotionnel, c'est un discours politique, c'est un discours qui n'est pas neutre, qui est très relatif, qu'on peut discuter. Et en fait, le fait de leur donner des chiffres en nombre de mots de vocabulaire, etc., ça permet de protéger le discours décliniste de toute critique politique et de le rentrer dans le champ du naturel, du mathématique, de l'objectif. Après, aucun problème de communicabilité, vraiment. Bah ouais, c'est quoi les problèmes de communication qu'on a aujourd'hui? Fondamentalement, liés au langage. Est-ce que, dans ta vie quotidienne, parce qu'il te manque des mots, tu n'arrives pas à communiquer des choses? Et est-ce que ça crée un problème social visible autour de toi à l'échelle de, à l'échelle de la France, par exemple? Ah non, les gens, ils parlent, quoi. Les seuls à qui ça pose problème, c'est les droitards qui veulent pas écouter parler des jeunes parce que, oh là là, vraiment, c'est pas... Alors qu'ils ils sont parfaitement câblés pour comprendre. Les boomers, disons-le, ont un grave problème avec la ponctuation si on va dans leur sens, le nombre de points dans leurs phrases, l'espace de mots, etc. Oui, il y a ça aussi. J'aurais bien aimé entendre le niveau de ces jeunes en anglais. Ah, ça c'est vrai. Ils parlaient anglais comment, les jeunes, dans les années 50, juste pour savoir? Eh bien oui, on a régressé et c'est même chiffré. 2 chercheurs américains ont publié une étude très sérieuse le mois dernier qui montre que le nombre de mots qu'on utilise tous les jours pour s'exprimer est en chute libre. Ça ne veut rien dire, parce que utiliser moins de mots pour dire la même chose, ça s'appelle l'efficacité. Ça veut dire qu'on a un langage plus efficace. C'est de l'optimisation, c'est juste que les mots ont tendance, les phrases ont tendance à se raccourcir parce que on a besoin de transmettre des informations. Oui, en plus là c'est des chercheurs américains, mais oui. En 2005, on employait en moyenne 16 000 mots différents par jour. En 2019, plus que 12 700 par an, excuse-moi. On est passé de 16 000 à 12 000, waouh. Mais oui, c'est ça, c'est hyper abstrait. Mais c'est comme tout à l'heure quand il a parlé du nombre du temps que tu passes ton téléphone dans ta vie. T'es en mode, mais vu comme ça en année, c'est hyper abstrait. C'est comme 16 000 mots par an. Ça veut dire quoi? Genre, à quoi ça correspond? Quels sont ces mots? Quels sont les objectifs? Est-ce qu'on parle moins, peut-être? Est-ce qu'on se parle? Est-ce qu'on discute moins de façon orale? Oui, peut-être parce qu'on a aussi les téléphones pour parler de façon écrite. Ouais. C'est une étude états-unienne, je crois, donc ça va être en anglais, j'imagine. En 2019, plus que 12 700 par an, excuse-moi. C'est-à-dire qu'on prononce en revanche par jour en moyenne 338 mots différents en moins. C'est vertigineux. Non, c'est pas vertigineux, c'est hyper abstrait. Ça veut dire quoi, 338 mots? C'est quoi les... Oui, on dit moins, n'est-ce pas? On dit moins, n'est-ce pas? D'accord. On dit on dit pas vrai? Et on dit même pas vrai, on dit pas vrai? Genre c'est... Mais sauf que ça veut aussi dire n'est-ce pas? Donc bon, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de dire n'est-ce pas? On parle moins et avec moins de mots. Notre langage s'est appauvri parce que la conversation orale est plus rare. Et je voulais terminer avec ce qu'a dit Alain Finkielkraut, qui a dit quelque chose d'assez... Oui, bah bien sûr, Finkielkraut, oui, bien sûr. C'est vraiment, on a tout le bingo de la panique morale sur le langage et sur les jeunes. On a moins de mots différents. Les jeunes dans les années 50, ils parlaient mieux. Et puis Alain Finkielkraut, il a dit ça quand même. Eh ben génial, bravo quotidien. Vous êtes pas du tout des réactionnaires en tout cas. C'est... bien oui, c'est ça, bien sûr. Finkielkraut, c'est une source parfaitement neutre. Après tout, il est à l'Académie française. L'Académie française qui, comme chacun le sait, est une grande institution scientifique. Oh là là. Taisez-vous! Finkielkraut, par exemple, qui pourrait réduire le nombre de mots qu'on entend de sa bouche, ça ne nous poserait aucun problème. Voilà, je tiens à le souligner. Finkielkraut peut réduire à l'envi tout son vocabulaire. Nous n'en ferons pas une panique morale, bien au contraire. J'utilise seulement 3 mots en permanence pour qualifier quelque chose de positif. Cool, super et sympa. Et c'est vrai que si on fait le test, effectivement, c'est les 3 mots qui reviennent en boucle pour qualifier quelque chose qu'on a aimé. C'était cool, c'était super, c'était sympa, alors que notre vocabulaire regorge de mots ébouriffants, charmants, époustouflants, délectables, renversants. Il va nous faire la tirade du nez, là. C'est un pic, c'est un roc, c'est un cap, que dis-je, un cap, c'est une péninsule. Vous auriez pu utiliser des mots si vous étiez intelligent, mais moi, je suis intelligent et je suis un incel qui va essayer de baiser une meuf grâce à ma belle verve. Oh là là. Oui, Crotrou, il a des ça en mode, il y a des mots plus intelligents, regardez, les sorti un dictionnaire. Oui, mais en fait, immédiatement, quand on te montre un truc stylé, t'as envie de dire, c'est stylé, pas en mode, c'est époustouflant. C'est Kant.
Oui, aussi. En fait, oui, c'est ça aussi qui est bien, c'est que déjà, quel est le besoin de ces nuances pour transmettre un vague sentiment positif? Et en plus de ça, bah, c'est ova, c'est Kant, c'est voilà, il y a plein de trucs aussi, il y a plein de mots, enfin, pas forcément français. Hein. Et aussi, il y a il y a un aspect communautaire aussi à ces mots. C'est-à-dire que tu vas pas utiliser les mêmes termes dans un parler queer, dans un parler plus jeune des banlieues, dans un parler un peu plus bourgeois, etc. Et en fait, va y avoir des nuances de termes et de vocabulaire et de sociolecte. C'est chambé, ouais, de fou. J'aime dire mais par exemple, délicieux. Moi, je dis ça quand je suis au restaurant, par exemple. Par exemple, quand je suis au restaurant et qu'on me dit, et que je sais pas, la serveuse ou le serveur reprend nos assiettes et disent, alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, je dis, j'ai vraiment kiffé. Je fais, c'était vraiment délicieux, merci beaucoup. Et pour moi, c'est quand je suis au restaurant. Sauf qu'en fait, je ne suis pas tous les jours au restaurant. Donc, je ne dis pas tous les jours que c'est délicieux. Et parfois, je mange des plats qui sont bons, qui sont agréables. Mais je vais pas dire c'est délicieux. Et du coup, je dis, ouais, c'était plutôt bon. Hein. Et quand c'était dégueulasse, tu dis, c'était très bien, merci. Oui, c'est ça. Oui, une explosion, une merveille, des papilles. J'encule là-dessus. Dans les années 50, ils disaient c'est batte. Oui, en plus, oui. Oui, même dans les années 50, ils avaient leur terme de jeunes yéyés. Où les gens ils disaient, oh là là, les jeunes disent c'est batte. Le langage des jeunes est terrifiant. On perd du vocabulaire. Ils disent c'est batte. Oh là là. Quand on regarde des archives et des micro-trottoirs de l'INA, une nostalgie que j'avoue partager. Merci Paul. Oui, t'es un petit con, pardon. T'es une espèce de droitard réactionnaire si tu partages la nostalgie des années 50 parce que, les gens, ils parlaient bien. Les gens, ils parlaient bien, mais il y avait la colonisation. Les femmes, elles pouvaient pas ouvrir un compte en banque sans l'avis de leur mari. C'est purement esthétique, quoi. C'est purement esthétique. Ils ont une nostalgie pour les années 50 parce que, aussi, c'est le confort de ne pas avoir à se poser de questions politiques outre ça, quoi. On va dire, c'était bien, les gens parlaient bien. J'ai pas à me poser d'autres questions, hein. Quoi, la guerre froide? Oh, je sais pas. Oui, l'image d'Épinal, quoi. Excellent produit. Alors, Paul en a parlé de... Oui, et puis encore une fois, oui, c'est vrai que les micro-trottoirs de l'INA, pardon, hein, mais les micro-trottoirs de l'INA, où tu vois des jeunes gens s'exprimer correctement, tu vois derrière eux le jardin du Luxembourg. Et le livre de poche, je trouve que c'est une abomination, car c'est vraiment un irrespect pour la littérature. C'est le mec, à chaque fois qu'on nous ressort tout le temps, là, le mec avec sa tête de con qui dit que le livre de poche, c'est pas bien, là. Aussi, c'est que les micro-trottoirs de l'INA, en fait, c'est sociologique de tous les micro-trottoirs. C'est que les gens qui faisaient des micro-trottoirs, ils allaient pas trop loin de la rue Cognac-Jay, parce que c'est là où vous avez les studios de l'ORTF, ou alors, mais globalement, ils allaient dans les quartiers bourges où il y avait les télés et les radios qui étaient présentes. Et du coup, ils parlaient à des bourges. Et qu'en fait, tu écoutes les micro-trottoirs où tu vois des ouvriers parler, c'est pas le même vocabulaire non plus, tu vois, par exemple. Bref. Actuellement, le mec, il disait ça troller. Ah ouais? Putain, mais en plus de ça, les jeunes savaient troller. Putain, c'est terrible. Et aussi, il y a l'effet de la caméra. Il y a aussi un truc qu'on oublie dans les micro-trottoirs. C'est qu'aujourd'hui, on a l'habitude d'avoir nos téléphones tout le temps, de parler devant nos téléphones, de se filmer, de se parler, etc. Du coup, on est beaucoup plus naturel face à une caméra. C'est un truc avec dont notre génération a pris l'habitude, etc. Mais sauf qu'à l'époque, t'imagines, t'avais la big cam de télé, t'avais les petits jeunes, bons élèves, tirés à quatre épingles qui voyaient une télé, on leur demandait c'est quoi la définition du héros, ils étaient en mode oh merde, je suis comme devant mon prof, faut que je fasse un oral. Donc t'as aussi comment dire, l'effet de saisissement propre à la caméra et propre au désir de paraître bien, de paraître correct, qui fait que ils parlent comme si c'était en cours de français, mais en fait quand t'es en cours de français, tu parles pas comme au quotidien, quoi. Genre je sais pas, oui, quand tu essayes d'impressionner ton prof de français en mettant plein de mots de vocabulaire et en bullshitant au maximum, oui, c'est pas pareil que quand tu parles avec tes potes, quoi. Bref. Brain rot, ça veut dire pourriture, rot et cerveau brain. Qu'est-ce que c'est en fait? Quelle définition ils vont donner du brain rot? C'est intéressant. Donc on nous fait une introduction décliniste. Tout va mal, les jeunes sont en danger, on ne sait plus parler, c'est terrible, les pluies de grenouilles vont s'abattre sur la France. Et ensuite on arrive sur le problème fondamental, c'est le brain rot. Donc qui est en fait un format de mème internet contemporain, quoi. Le brain rot, c'est un peu compliqué à définir. On peut le dire de manière un peu vulgaire. C'est l'avalanche de contenu généré par IA, en tout cas de très faible qualité. C'est récent. C'est très récent. Ça veut dire que tu as 2-3 ans, et puis tous les ans, il y a des progrès dans les outils de génération d'IA générative. Et donc du coup, tous les ans, il y a des tendances qui changent, des contenus de plus en plus vulgaires, de plus en plus grossiers, parce que de plus en plus précis, les compétences techniques s'améliorent. Raciste et sexiste aussi. Exactement. Bon, déjà, non. Donc là, il dit, le brain rot, c'est quoi? C'est des trucs paria qui sont vulgaires. Alors, déjà, le brain rot, ça veut dire deux choses. Il y a deux significations au brain rot. La première signification du brain rot, elle vient des utilisateurs eux-mêmes. Des utilisateurs, notamment post-Covid, qui constate que avec toutes les news sur la politique, la sursaturation, en gros le brain rot c'est propre à une génération qui est sursaturée, qui a un accès permanent à l'information et aux sollicitations et qui exprime le sentiment de surcharge
sensorielle, de surcharge cognitive, etc. liée à cette hyperconnexion. Donc le brain rot, à la base, ça vient des utilisateurs eux-mêmes qui ironisent sur le fait que, oh là là, leur cerveau, il est complètement pourri et complètement stimulé, et du coup, ils sortent des trucs. Et en fait, c'est un courant presque absurde, c'est un courant presque d'art absurde qu'on retrouve dans les mèmes, venant d'utilisateurs qui eux-mêmes ironisent sur la surstimulation qu'ils connaissent au quotidien. Et en fait, quelque part, c'est une forme de régulation de cette surstimulation. Et c'est là souvent qu'on perçoit le brain rot comme un truc de négatif, mais c'est aussi une façon de réguler ce rapport à la surstimulation, d'en faire quelque chose d'absurde, quelque chose qui n'a pas de but en soi, et quelque chose qui renoue avec la non-hiérarchisation de l'information que tu reçois et qui crée la stimulation. Donc ça, c'est une définition qui vient plutôt... Ça ressemble pas à l'hyperpop dans l'idée. C'est assez proche de l'hyperpop, ouais. Enfin, c'est un petit peu une même... C'est une logique assez similaire, en fait. Une logique de remix permanent, d'inter-référencement, etc. C'est en mode... Quand vous regardez souvent les trucs un peu brain rot, il y a énormément... de la Skibidi Dentafruit, typiquement, c'est un très bon exemple, où il y a énormément de références dans tous les sens. Et en fait, c'est vraiment ce truc-là de... T'es tellement stimulé que tu vas tirer une référence d'un truc de télé-réalité, un autre d'un film, un autre de telle émission, un autre d'un vieux mème, un autre d'un mème un peu plus récent, un autre de... Et en fait, il va y avoir une espèce de soupe de références dans laquelle t'es plongé à l'ère de l'hyperconnectivité qui te sursature, etc. Et que tu vas t'amuser à faire... et à souligner justement l'absurde de ce truc-là. Donc il y a quelque chose un phénomène de purification par accumulation de merde. Ouais, c'est ça en fait. Il y a 15 ans, les YouTube c'était la même IMO. Mais de fou. Mais bien sûr. C'est un truc qui n'a pas changé. C'est un truc qui a toujours été présent. Mais encore une fois, enfin, je veux dire, les courants artistiques qui font de l'absurde, le dada, etc. C'était aussi une réponse à la surstimulation, à l'angoisse, à la guerre, etc. Enfin, déjà à l'époque, la philosophie absurde, l'art absurde, etc. était déjà dans une observation de cette surstimulation avec l'émergence progressive de la marchandisation, d'une proto-société de consommation, avant même les années 50 et 60 où c'était encore pire, etc. etc. Bref. Une vidéo de Seb sur Skibidi Toilet fait le lien avec la... Mais franchement, sur Skibidi Toilet, Seb, il a fait une excellente vidéo, je trouve. Je trouve qu'il a eu vraiment la très bonne take sur le sujet. Franchement, allez la voir. Mais oui, c'est ça. T'as un affect qui est celui de l'angoisse. T'as une confusion de ton corps. Quand j'ai le corps, c'est l'esprit aussi. Mais t'as une confusion de ton corps, de comment réguler ce sentiment d'angoisse, comment l'intégrer, etc., etc. Et du coup, ça se transmet, ça se retransforme par un choix qui est d'embrasser l'absurde comme résistance à cette angoisse, de te défaire de la quête de sens pour te libérer de l'angoisse de ne pas arriver à faire sens du monde. Le brain rot, c'est ça. Et surtout, le brain rot, c'est quelque chose, encore une fois, qui vient des utilisateurs et des utilisatrices eux-mêmes. C'est le truc qui vient des personnes qui ironisent et qui ont du recul sur ce que fait la période contemporaine à leur sentiment d'adéquation au monde. Ça, c'est la première définition du brain rot. Et ensuite, tu as la deuxième définition du brain rot, qui arrive plutôt à partir du moment où les journalistes commencent à s'intéresser à ces phénomènes. Ils voient les gosses sur leurs iPads qui chantent la chanson de Skibidi Toilet et ils sont terrifiés de voir leur gosse qui fait des trucs qui leur ont l'air bizarres, et du coup, que font les adultes face à l'incongru? Ils en font des paniques morales. Et du coup, la deuxième définition qui est arrivée du brain rot, c'est littéralement le fait d'avoir le cerveau bouffé par les merdes que tu bouffes sur Internet. Donc en fait, on est passé d'une définition de gens qui créent du contenu et qui sont utilisateurs eux-mêmes et qui ironisent avec du recul sur leur propre expérience, à une définition de les gosses sont débiles, ils bouffent n'importe quoi sur Internet et leur cerveau est bouffé. Et ça va être comme ça que du coup, au quotidien va définir ça. Et comme ça, ils se dédonnent de leur propre sexisme, racisme, etc. Oui, même de leur propre mépris en fait. C'est-à-dire que aussi, il faut pas oublier que les journalistes spécialisés d'internet, des mèmes, etc. C'est un peu la sociologie de ce journaliste-là, tu vois. C'est des gens qui sont plutôt jeunes, millénials ou vieux Gen Z. Moi, je fais partie des vieux Gen Z. Je suis né en 98. Donc voilà, millénial ou late ou early zoomer, qui sont dans un monde rempli de gens plus vieux qu'eux, auprès desquels ils ont besoin de prouver leur utilité. Et comment prouver leur utilité si ce n'est par la distinction? Et donc, s'ils arrivent à faire des articles qui génèrent de la panique morale, ils seront beaucoup plus intégrés par les vieux qui sont au-dessus d'eux et qui se diront « Ah, ça va, c'est un jeune, mais il nous aide à comprendre à quel point c'est dangereux les jeunes, quoi. » Et du coup, il y a chez les jeunes journalistes qui travaillent sur Internet, pas tous, en vrai de vrai, il y en a qui sont stylés, il y en a qui ont des bonnes takes et qui ont des bonnes analyses et justement qui sont pas méprisants. Et encore une fois, pour un exemple d'une façon pas méprisante d'analyser les tendances des jeunes, allez voir la vidéo de Seb sur Skibidi Toilet, c'est hyper intéressant. Mais bref, il y a cette tendance des jeunes journalistes qui étudient les mêmes, notamment dans les grands médias comme Le Monde, etc., à créer de la distance
distinction et à créer des paniques morales dans une logique d'intégration à leur milieu professionnel. Alors qu'en fait, bah, du coup, ils baissent le niveau général de compréhension non méprisante de ce qui se passe chez les jeunes, quoi. Après, typiquement, l'île de la Skibidi Tentafruit, c'est le brain rot qui a été récupéré par deux connards d'école de commerce qui se sont dit qu'ils allaient faire un max de thunes avec le fonds créateur TikTok grâce à un concept qui à la base est communautaire et n'avait pas vocation à être capitalisé. Je suis un peu d'accord avec ça, et ça, en fait, ce journaliste-là, lui, j'ai l'impression qu'il s'intéresse plus aux créateurs qui monétisent ça et qui justement font cette récupération économique, etc., etc. Mais là où, pour moi, c'est pas si grave, c'est que, in fine, tout ce que tu payes, c'est ton attention, tu vois. Alors, je sais, on peut parler beaucoup de l'économie de l'attention, que la nouvelle forme de capitalisme qui capitalise sur l'attention, sur la pub, le truc comme ça, etc. Mais, tu sais, il y a presque un truc de... Tu peux plus facilement faire mourir l'auteur dans ce contexte-là. Oui, et puis oui, Crazy Frog et René Lataupe aussi, oui, il y avait déjà ça. Hein. Moi, je comprends un petit peu la crispation autour de l'île de la Skibidi Tentafruit. Mais pour moi, ça empêche pas de regarder ces contenus-là et de les apprécier de la même façon que les contenus absurdes un peu plus artisanaux, entre guillemets. Mais bref, continuons du coup. Bon, bref. Du coup, j'ai fait un gros tunnel sur la définition du brain rot, mais c'est quand même important de replacer cette définition un peu plus historique et artisanale du brain rot, parce que c'est... Typiquement, tu parles de la récupération de l'île de la Skibidi Tentafruit dans un côté un peu commercial et mercantile, mais en fait, c'est aussi ce que font les journalistes avec le brain rot. C'est qu'au final, ils récupèrent un concept artisanal pour en faire leur propre économie mercantile de l'attention, c'est-à-dire leur slop panique morale sur leurs médias de merde et sur leurs journaux un peu médiocres. Grossier, mais raciste et sexiste aussi. Complètement. Et ça, c'est qu'ils ont besoin de souligner que c'est aussi raciste et sexiste pour que ce soit pas bien. C'est en mode, regardez, en plus, il y a des mauvaises valeurs qui sont véhiculées par ça. Oui, je suis d'accord qu'il y a des valeurs de merde qui sont véhiculées par ça. Mais là, on nous faisait l'apologie des années 50 tout à l'heure. Vous voulez savoir ce qu'ils dessinaient dans les années 50 dans la presse? Vous voulez savoir ce qu'ils écrivaient, les articles de presse dans les années 50? Vous voulez voir à quoi ressemblaient les caricatures des colonisés dans les années 50? Parce que, ok, les petits jeunes, ils avaient beaucoup de mots de vocabulaire pour s'exprimer correctement, mais les noirs qui mangent de la pastèque dans un champ de coton dans les années 50, c'était pas mieux, hein. Genre, c'est encore une fois, tu vois, c'est en mode, regardez, les jeunes aujourd'hui sont racistes et sexistes, alors qu'on peut tous fantasmer sur le passé en oubliant qu'ils étaient racistes et sexistes. C'est un processus industriel, c'est créer à la chaîne, générer au kilomètre des contenus pour inonder les réseaux sociaux, pour choquer et générer de l'engagement. Et surtout là, typiquement, on est plus dans du brain rot, pardon. Hein. Le slop IA, c'est pas pareil que le brain rot. Pardon, désolé, là vous avez un gros problème de définition. Le slop IA, alors le brain rot peut utiliser l'esthétique du slop IA, du IA slop. Donc le IA slop, c'est les contenus comme ça que tu bouffes à l'appel, qui sont produits à la chaîne. Là, typiquement, le truc qu'ils sont en train de montrer, là, le truc sur les noirs qui sont dans un champ de coton avec Elon Musk en mode Chad, c'est du IA slop d'extrême droite. Ce n'est pas du brain rot. Le brain rot, c'est la réponse au fait que la montée du fascisme nous défonce le cerveau parce qu'on est dépressif et qu'on est la génération, enfin, pas moi, mais vous avez capté, les jeunes, qu'on est la génération Covid, on a grandi dans le confinement. C'est ça, le brain rot. Ton cerveau, il est déjà moisi avant de créer et de poster ces choses-là. Tu vas créer et poster des choses en commentaire du fait que ton cerveau est moisi par cette société de merde. Et le IA-slop peut faire partie de ce qui moisit la société, mais pas tout, parce que le IA-slop, en l'occurrence, c'est un IA-slop fasciste, et le fasciste fait partie de ce qui brain-rot le cerveau. Et pareil, tu vois, genre, c'est quoi cette paresse de réduire tous les jeunes d'internet à ils regardent des mêmes racistes sur TikTok? Genre, t'es en mode, qu'est-ce que t'as analysé là? T'as pas analysé qu'il y a Elon Musk là-dessus, qu'il y a un bain culturel, qu'il y a une culture de l'extrême droite, que l'extrême droite a un rapport particulier à l'intelligence artificielle et à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour diffuser des trucs genre tu sais qu'ils t'entendent pas. Non mais oui, je sais. Je m'énerve, pardon. Oui, en plus, déjà, pourquoi c'est forcément des jeunes? Très bonne question. Parlons, parce que là, ils sont... Donc, encore une fois, ça, ce n'est pas du brain rot, c'est du slop IA. Vos darons sur Facebook, qui ont tous mis des likes à des vidéos IA où tu vois des gens faire de la gravure sur bois et graver faire de la sculpture sur bois et faire un magnifique lion en sculpture sur bois, etc. Où c'est l'IA la plus moche qu'on ait jamais vue de notre vie. Et tous vos darons qui se sont fait avoir par ça. Ma mère, 70 ans, m'a envoyé du slop IA pour Pâques. Mais oui, en fait, pardon, mais qu'est-ce qui est intéressant dans le brain rot, dans la culture du brain rot, c'est la conscience que t'as le cerveau moisi. Parce qu'en fait, ils ont presque transformé ça en mode c'est les vieux qui disent que les jeunes ont le cerveau moisi. Non, c'est les jeunes qui disent qu'eux-mêmes ont le cerveau moisi et ont de l'ironie et ont du recul par rapport à ça. C'est une façon pour les jeunes qui grandissent avec Internet et l'intelligence artificielle et la surstimulation d'informations, etc. C'est une façon pour eux aussi de réguler et de distinguer et de trier les informations et de créer des défenses immunitaires, entre guillemets, sur Internet. Par contre, vos vieux, là, qui n'ont aucun recul sur le fait qu'ils ont le cerveau pourri parce qu'ils ne comprennent rien à Internet, eux, c'est les plus grandes victimes des contenus IA nuls. Eux, c'est la vraie cible. C'est les boomers, c'est pas les jeunes. Les jeunes, au contraire. La raison pour laquelle on parle de brain rot, c'est parce qu'ils en ont conscience. Alors que les vieux, ils en ont pas conscience parce qu'ils voient les trucs de quotidien qui leur disent « c'est les jeunes, t'inquiète pas, c'est pas toi, te remets pas en question ». Le brain rot, c'est l'hyper
l'hypermodernisme qui purge avec humour et dédain le cynisme postmoderne. Ouais, franchement, c'est une très bonne définition. Hein. Bah, d'abord, ça peut s'entendre comme pourriture du cerveau littéralement et même. pourrissement du cerveau. C'est-à-dire qu'à terme, on imagine bien que tout ce défilé d'images qui n'a pas de sens, qui ne vous permet pas d'exercer votre jugement critique, ni votre mémoire, qui est juste donc, en la fait, perception visuelle. On regarde. Voilà, et qui vous... Mais pardon, mais ça, c'est du Dali, ça. Ça, c'est du fucking Dali. C'est de l'art absurde, c'est du surréalisme prime. On pourrait avoir une réflexion intelligente et intéressante sur le retour du surréalisme, sur le retour de l'absurde, sur comment la figure de l'éléphant disproportionné avec rien que, je sais pas, l'alarme, l'horloge, qui est un symbole, qui est un truc qui revient énormément dans l'œuvre de Dali. Genre, même ça, je trouve que c'est intéressant. Les signes qui deviennent des éléphants. Souvent, quand vous voyez des vidéos IA, il y a l'IA qui hallucine des trucs, ou alors il y a un truc qui se transforme en un autre, parce qu'en fait, l'IA, comme elle fait que générer les mêmes trucs, en fait, à force de générer, il y a une espèce de dégénérescence dans la génération, et du coup, je sais pas, elle va te générer une orange, et à force de continuer de la générer, en fait, l'orange, elle va devenir une tête, parce que la reconnaissance de pattern de l'IA va en fait commencer à voir dans les quelques petites tâches qu'elle a mis au hasard dans l'orange, elle va avoir une tête, etc. Et en fait, typiquement, dans cette hallucination de l'IA, on retrouve les signes qui deviennent des éléphants. Et oui, c'est ça, c'est la logique des rêves de fou. Enfin, en fait, je trouve que ce qui est fascinant, c'est que on pourrait commenter la façon dont les jeunes réinventent le surréalisme, que le surréalisme est de retour, et qu'est-ce que ça dit de la montée du fascisme. Parce que désolé, le surréalisme et le fascisme, quand même, c'est un peu... Voilà, quoi, de comment la montée du fascisme s'accompagne d'une contre-culture hyper réaliste, surréaliste, etc. Comment est-ce que, justement, le slop IA d'extrême droite se caractérise par son hyper-réalisme, là où le brain rot assumé, au contraire, se caractérise par son surréalisme assumé. Comment justement l'histoire de l'art bégaye de cette façon-là et comment on retrouve ces trucs-là, on pourrait dire ça, mais non, on a juste besoin de dire c'est du brain rot, et brain rot, ça veut dire le cerveau pourri, ça veut dire que les jeunes, ils ont le cerveau pourri et c'est pas bien et il faut leur interdire les écrans. Point barre. C'est quoi le dialogue qui a lieu entre fascisme et surréalisme? En gros, le fascisme comme retour à l'ordre et le surréalisme comme abolition de l'ordre. C'est-à-dire que le surréalisme et l'absurde comme une affirmation de l'absence d'ordre et l'absence de hiérarchie dans le monde, qui vient s'opposer au fascisme, qui vise justement à réimposer de façon autoritaire, militaire, ordonnée, cadrée, cet ordre-là, tu vois. Et donc, ça, et le surréalisme a toujours fait chez les fascistes, ça a toujours été considéré comme de l'art dégénéré par les fascistes, etc., etc. Mais là-dessus, je vous renvoie, si ça vous intéresse, aux vidéos de Paco Mtielman, à Ilyes aussi, qui est passionné de tout ça et qui en parle beaucoup, etc. Et là-dessus, ils seront beaucoup plus pertinents que ça. Mais par exemple, typiquement, les surréalistes sont des antifascistes, sont des militants antifascistes assumés aussi, tu vois. C'est vraiment leur réflexion de juger la forme et ne pas comprendre le fond. Bah ouais. Et en fait, du coup, Quotidien se retrouve de la même façon que les fascistes à l'époque, ou que les bourgeois fascisateurs, à voir le surréalisme et à le traiter d'art dégénéré. Parce que qu'est-ce que c'est que le brain rot, si ce n'est la dégénérescence du cerveau? Le pourrissement, c'est de la dégénérescence, c'est que ça pourrit, etc. Et donc, les jeunes revendiquent la dégénérescence parce que les vieux arrêtent pas de dire qu'ils sont dégénérés quoi qu'il arrive, mais du coup, ils se réapproprient la dégénérescence en disant bah ouais, on est brain rot et on va faire de l'art absurde et on va faire des trucs absurdes et en fait, on va se partager des trucs absurdes et c'est comme ça qu'on va réagir au monde qui se fascise autour de nous. Et les vieux vont dire bah vous voyez, c'est bien la preuve que c'est des dégénérés. En fait, voilà, Quotidien, c'est comme les bourgeois et les nazis qui traitaient les surréalistes d'art dégénéré. On rend captif, complètement aimanté par ce contenu. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils utilisent toutes les règles qui mobilisent, qui vont attirer votre attention et la capter de manière passive. Mais pourquoi ce truc attire l'attention du cerveau humain? Parce que ça bouge, parce qu'il y a des couleurs, parce qu'il y a des mots simples, parce que finalement, ça ne vous demande pas d'effort intellectuel. Ce qui est intéressant, c'est que ça touche des très jeunes qui sont dans une désillusion face à un monde totalement absurde et flippant, et même disent qu'ils savent pas pourquoi ils kiffent. Bah ouais, parce que c'est aussi une façon d'accepter l'absurde du monde aussi. Hein. Oui, nous refont les bébés zappeurs, quoi. C'est vraiment en mode, non mais ça bouge tout le temps. Et puis en fait c'est simple, et puis en fait et au pire, et alors. Oui, votre émission de merde, c'est du slop pour bourgeois qui veulent pas utiliser leur cerveau et qui veulent simplement qu'on les conforte dans l'idée que les jeunes tout va mal dans le monde aujourd'hui et que tout part à volo, ma bonne dame. Donc en fait, au pire les jeunes consomment ça comme du confort.
Oui, et alors? Ils ont pas le droit de trouver un espace de confort dans leur vie? Il y avait la même critique pour les Teletubbies. Bah, Teletubbies, c'était incroyable, c'était une œuvre magnifique, les Teletubbies là-dessus. Donc vous pouvez en avaler des kilomètres comme ça pendant des heures. Et donc c'est un peu comme si on mettait votre cerveau sur pause. Sauf que c'est pas de l'ennui justement dont on parlait tout à l'heure, parce que la vraie pause pour le cerveau, c'est de laisser son esprit vagabonder, c'est de s'ennuyer, c'est justement d'associer des idées entre elles. Ça, c'est vraiment arrêter votre cerveau, le faire tourner en boucle sans que ça produise de pensées cohérentes, intelligibles. Donc ça produit rien en fait. Voilà. Et c'est ça le problème du brain rot, c'est que c'est pas productif. Ah non, les jeunes ont trouvé un espace qui leur permet de mettre leur cerveau en off et de ne plus participer à la folie de productivité à laquelle leurs parents, leurs profs, leurs patrons parfois leur obligent. C'est ça, c'est antilibéral. C'est anticapitaliste. Le brain rot est anticapitaliste. Mais c'est pour ça que derrière, après, on va dire mais non, mais en fait, c'est pas productif, mais c'est pas anticapitaliste pour autant parce qu'il y a des gens qui gagnent de la thune en faisant ça. C'est en mode oui, ok, d'accord, mais en attendant, vous êtes plus flippés par les jeunes qui consomment ça que par les gens qui produisent le truc. Parce que au final, ce qui vous inquiète le plus, c'est que les jeunes ne soient pas productifs. On fait une expérience dans le documentaire justement où on nous demande de scroller. Donc on scrolle tous sur nos réseaux pendant 5 minutes et après, on nous demande d'essayer de résumer ce qu'on a vu ou en tout cas de donner au moins le premier et le dernier contenu qu'on a vu. Quasiment personne n'est capable de le faire. Ah, on oublie instantanément. Exactement, et en fait c'est des contenus comme ça qu'on regarde mais on en retire effectivement absolument rien. Quand on lit une histoire, quand on regarde un film, que ça nous ait plu ou pas, on en retire quelque chose. Bah non, mais quand tu lis un poème hyper court, est-ce que t'en retiens quelque chose? Forcément, oui, c'est ça, oui, un mauvais livre, t'en tires rien quand tu le finis. Genre, t'es en mode bon, c'était des gens, ils faisaient des trucs quoi. Et Quentin, qui sont les créateurs de brain rot? Je crois que vous en avez rencontré. J'en ai rencontré beaucoup. Ce sont des... Alors, ouais, on peut appeler ça des hustle bros. En gros, c'est des entrepreneurs c'est une expression pour désigner tous ces entrepreneurs du web qui vont essayer la façon la plus optimale de se faire de l'argent facilement sur Internet et qui vont changer de business model tous les 3 mois en fonction des tendances. C'est les gars qui étaient dans OnlyFans il y a 3 mois. Exactement. Et voilà. Exactement. Et qui sont-ils? En général, c'est des gens qui juste ont des... Oui, donc ce ne sont pas les créateurs de brain rot, ce sont les parasites du brain rot. Oui, les créateurs de brain rot, ça veut absolument rien dire déjà. Là, c'est des créateurs de IA Slop, c'est pas pareil. Désolé, c'est pas pareil du tout. Genre, t'as des gens, ils font du brain rot analogique, t'as des gens, ils font du brain rot IA, t'as des gens, il y a plein de trucs différents dans le brain rot. Bref, c'est hyper, c'est toute une culture, quoi. Et surtout, oui, c'est des start-upers de merde qui veulent capitaliser sur une tendance. Sauf qu'en fait, cette tendance n'existe pas grâce à eux. Cette tendance, elle existe avant. C'est vrai qu'elle critique le brain rot et pas la publicité. Oui, ouais, c'est pas faux ça, Legba. C'est que du coup, le brain rot serait moins pire que la publicité. Au moins, le brain rot, il a rien à te vendre. Il a juste à prendre ton attention. La publicité, elle te prend ton attention et elle te vend un truc. C'est pire. Ils se sont dit, oh purée, ça fonctionne, j'ai 2 millions de vues. Et en fait, je vais derrière. Je vais tirer le fil. Ouais. En sachant que pourquoi il y a autant de créateurs de brain rot, c'est qu'ils le font pas juste pour l'amour de l'art. C'est qu'il y a derrière des incitations économiques, il y a tout un business caché, toute une industrie derrière, avec des plateformes un peu obscures qui mettent en relation des annonceurs, donc des casinos en ligne. Il y a un track sur le brain rot, il prend vraiment le parti artistique. Alors, oui, j'avais react au track sur le brain rot et je lui avais fait un peu le reproche inverse, que c'était trop artiste, galerie d'art, bandeur de l'analogique, très anti-IA, là où ça manquait juste de... En fait, parce que ça manquait juste de gens dans leur petit salon qui font leurs petits trucs sur Insta et qui n'ont pas de prétention artistique outre ça, tu vois. Genre, je trouve que, moi, les premiers trucs de brain rot que j'ai découvert, c'est des potes, c'était des meufs trans, des personnes psychiatrisées, etc., qui ironisaient à des centièmes de degrés sur Instagram avec des trucs deep fry, overlay, en mode moi et mon œstrogène, avec des espèces de personnages manga dépressifs, avec des seringues, des trucs comme ça. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que j'ai rencontré le brain rot dans ma vie quotidienne, outre les sujets qui discutaient déjà de brain rot, etc. Et donc, t'as ce truc-là qui vient des marges. Réel premier brain rot, c'est ma pote trans. Bah oui, de fou. Genre, et on revient à l'hyperpop tout à l'heure, tu vois. Donc, déjà, le fait de confondre le brain rot avec le slop IA, c'est déjà une faute professionnelle, pardon, désolé. Mais en plus de ça, il y a un truc où on peut faire les bandeurs d'art là-dessus, mais en vrai, la plupart des gens qui sont dans la culture brain rot, ils font pas ça, genre, ils voient pas ça comme une pratique artistique. Et ça, c'est un petit peu la critique que j'avais envers Track, c'est qu'ils avaient trop pris le pari inverse. Le slop, c'est une bouillie. Le slop, ça veut dire bouillie, donc quand on parle de IA slop, c'est comme une bouillie qu'on te fait bouffer tout le temps, quoi. Ils font de l'argent, parfois beaucoup d'argent.
Et en fait, voilà, ils prétendent parler du brain rot, alors qu'en fait, leur sujet parle de l'appropriation pseudo-capitaliste du brain rot. Des gens, les fameux hustle bros, qui avant étaient sur les OFMIA et maintenant ça fonctionne plus, et qui cherchent avec l'IA comment faire de la thune sans faire beaucoup d'efforts, tu vois. Mais ça, c'est les parasites du système. C'est les gens qui vont adopter une posture capitaliste vis-à-vis d'un mouvement artistique, mais ils partiront et le brain rot restera. Quand ils pourront plus faire du bif dessus, mais il y aura toujours des gens qui seront dans la culture brain rot, quoi. Alors Martin, toi aussi, tu as rencontré un créateur de brain rot. Oui, on va le voir. exactement, un jeune homme, il s'appelle Il a Evan, quel âge il a 20 ans et c'est un étudiant, il étudie en cybersécurité, il habite dans le Cantal, donc a priori rien à voir. Sauf qu'il a créé ce personnage que vous voyez là, Silvio Mango. Donc Silvio Mango, c'est une mangue qui raconte n'importe quoi et notamment pas mal d'horreur. Et il nous a montré comment ça marche. Il utilise plusieurs IA. Donc ce que j'ai trouvé très intéressant, moi, c'est qu'en fait, il mobilise tout un tas de compétences pour créer ça. Et avec 5 IA et 1 heure de temps, il arrive à des résultats comme ça avec donc son personnage qui chante, qui... Alors je te coupe, on va voir ce qu'il chante. Ah Voici une vidéo qui cartonne, c'est sur le caca. Oui. J'adore les trous de bas qui sont tout sales, remplis de caca, je me régale, le smegma qui coule le long de ma barre. Je vais vous donner ça, que des golemons qui écoutent ça, je rigole. Vous allez devoir vous expliquer. En fait, ok, bon. En fait, quotidien, pourquoi ils arrivent plus facilement à faire la panique morale, c'est regarder la vulgarité, ça parle de sexe, ça parle de chibre, ça parle de bite, et du coup, il y a des jeunes qui regardent des trucs qui parlent de sexe, ils vont apprendre des trucs misogynes, etc., gna gna gna. Mais c'est aussi, moi ce que je trouve assez fascinant, c'est que le mode d'expression aussi frontal sur des trucs vulgaires, scabreux, sexuels, etc., on peut aussi le voir comme une réaction d'une certaine jeunesse, parfois une jeunesse réactionnaire, une réaction par le cynisme à la perception qu'ils ont d'être censurés à cause du wokisme, etc. Et du coup, ils vont faire des trucs, comment dire, c'est un peu leur espace de purge, de tout leur refouler, etc. Une filiation avec Rabelais, il y a un peu du Rabelais aussi. Tout à l'heure, on voyait les trucs, les slop IA du caca qui parle avec le pipi. T'es en mode, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mon neveu de 8 ans est tout à fait capable de piéger que Crocodilo Bombardino est un gros racelard turbationniste. Non, mais c'est que, oui, t'as des gens, Gainsbourg a semblé son père, c'était bien avant Internet, oui. Je sais pas, mais en fait, c'est que il y a toujours des effets de cadrage dans ce genre de sujet où tu vois toujours les trucs les plus violents, mais en même temps, est-ce que on n'est pas dans une société hyper violente? Est-ce qu'on n'est pas à l'époque des incels? Est-ce qu'on n'est pas à l'époque du masculinisme glorieux? Est-ce qu'on n'est pas à l'époque de fucking Trump qui dit grab them by the pussy? Genre, tu sais, il y a un truc de... T'as l'impression que c'est des gens qui créent de l'IA et que l'IA va enseigner des trucs à des gosses comme si le reste de la société n'était pas déjà comme ça. C'est presque une soupape de tout le refoulé de la société, quoi. Oui, Antonin Artaud, le caca. Alors maintenant, on va dire, non mais Artaud, c'était du génie parce que la fécalité, le caca, il avait une réflexion sur l'être, etc. Non, il parlait de caca aussi, tu vois, genre, je sais pas. Et encore une fois, surtout le brain rot, ce n'est pas ça. Là, c'est du IA slop. C'est du slop IA. C'est encore une fois, le brain rot peut être sous la forme d'IA ou copier l'imaginaire de l'IA slop. Le slop IA peut aussi parasiter l'imaginaire brain rot, mais là, ce n'est pas, comment dire, c'est pas du brain rot en fait. Puis Sylvie, nous on est attirés par ça. Mais aimanté. C'est plus qu'attiré. C'est-à-dire vous avez du mal à arrêter. D'ailleurs, il faut voir ce qui se passe quand vous passez des heures sur des réseaux ou à regarder ce genre de vidéos. Ça vous demande un effort surhumain d'arrêter. De décrocher? Exactement, de décrocher. Tout simplement parce que c'est pas vous qui avez choisi ce que vous avez regardé, que ça défile, que vous êtes complètement passif. Mais la télé aussi. La télé aussi, c'est pas toi qui choisis ce qu'il y a là et que les gens ont du mal à décrocher. En fait, encore une fois, moi je préfère largement l'explication de la procrastination inversée. Non, du truc que, en gros, avant de dormir, t'essayes d'avoir l'illusion de rattraper tout le temps libre que t'as perdu dans ta journée parce que t'étais à l'école toute la journée et que t'as dû faire tes devoirs, etc. Plutôt que le truc de non, mais en fait, c'est aimantant. En fait, quand tu regardes ça et que TikTok te donne ça, en fait, tu ne peux physiquement pas t'en détacher. Bah si, en fait, t'as toujours un moment où t'atteins ton scroll TikTok où t'es en mode allez, vas-y, ça me saoule et t'arrêtes. Genre, t'atteins toujours un moment de trop plein. Et presque, c'est le moment de trop plein qui est le plus intéressant. C'est souvent, on dit que c'est toujours paradoxal ce qu'on va rechercher. Pour revenir dans le discours de l'addiction, même si je trouve que l'addiction c'est de la merde, mais que c'est toujours paradoxal ce qu'on va rechercher. Moi, je dis tout le temps que dans le chemsex, ce que les gens vont rechercher, ça va être le moment de redescente où ils vont parler avec des gens et où ils vont parler de sexe avec des gens. Que dans le BDSM, beaucoup de gens recherchent en réalité l'aftercare, le soin émotionnel et physique qu'il y a après la séance où tu t'es tapé dessus, où t'as fait des fessées, etc. Et c'est après le moment de câlin et de redescente de tout ça. Et bah
vois presque que dans le brain rot, ce qu'on recherche, c'est ce moment-là de saturation où on arrive au bout. Mais ça, le revenge bedtime procrastination, merci Lavomatic. Le truc de ouais, comme t'as l'impression de pas être en maîtrise de ton temps dans la journée, bah du coup tu te rattrapes dans le lit quoi. Dans le foot, je préfère l'after-foot débat en vrai. Bah ouais, très bon exemple. Tu préfères le débat où tu vas t'engueuler sur le match qui s'est passé que mater le match qui était un peu long et un peu chiant quoi. Sur Place Zumba, il y a vraiment un vortex temporel du scrolling, genre tu voulais regarder un truc et tu te perds 1 heure gratos. Oui, il y a ça, bien sûr. Non, il y a vraiment. Non, mais je suis d'accord qu'il y a vraiment des logiques de vortex algorithmique. Et là-dessus, TikTok est vraiment bien. Mais il y a 2 trucs que j'ai envie d'ajouter en nuance. Elle parle de contenu que tu choisis pas. Quand tu scrolles, tu choisis pas la vidéo qui s'affiche. Mais par contre, moi, genre parfois quand je suis sur TikTok, je scrolle et je scrolle les vidéos qui m'intéressent pas. Tu vois, genre tu sais, t'as un truc aussi où t'as une forme de non-choix. En fait, t'as une forme de zapping, comme quand tu regardes la télé en fait. Quand tu regardes la télé, t'es sur TMC. C'est quotidien, t'es chiant, t'as pas choisi ça, du coup tu zappes sur une autre télé, sur une autre chaîne, t'as pas forcément non plus choisi ça, mais t'essaies de trouver c'est quoi le moins pire. C'est ce que nous a déjà appris la télé, c'est de nous contenter du moins pire qui nous est disponible. Et en fait, sur TikTok, la façon de scroller, c'est une forme de zapping et une forme de choix indirect aussi, plutôt de choix par l'élimination que de choix par le choix positif, mais c'est un choix par élimination qu'on a aussi avec la télé, avec les médias, avec partout. En fait, dès que t'es dans un environnement contraint, le choix est toujours par élimination. Et du coup, TikTok, c'est le choix par élimination, mais version fois 1000 quoi. Genre, on va pas me faire croire que quand t'as un enfant qui est devant TikTok, quand il voit un TikTok qui lui plaît pas, il est physiquement incapable de scroller. Non, oui, il va scroller. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de curation qui s'effectue naturellement ? Si, bah en fait si, c'est que l'algorithme TikTok il fonctionne comme ça, c'est qu'en gros, en fonction de ce que tu élimines, TikTok va te proposer d'autres choses jusqu'à ce que tu restes et que tu donnes du watch time au truc. Si tu donnes du watch time, ça veut dire que ça t'a intéressé et que TikTok considère que ce genre de contenu ça t'intéresse. Et c'est vraiment un truc, là-dessus TikTok c'est l'algorithme le plus poussé pour recommander ce genre de truc. Mais du coup, ça fait que oui, du coup tu fais une curation de ton propre algorithme en fonction de ta pratique de TikTok. C'est-à-dire que moi TikTok, je vais y suivre des débats et du discours politique et parfois 2-3 trucs un peu rigolos. Parfois je tombe dans des vortex algorithmiques de chiens IA qui font des trucs rigolos. Je sais que c'est l'IA, mais je suis en mode vas-y, ça me détend, tu vois. Et après parfois TikTok me remet dans les débats politiques au moment où ouais. Pas d'accord sur le scroll, t'as une forme d'hypnose et détachement qui se forme. Perso, ça me fait vraiment entrer dans un état second quand je suis claqué. Ouais, mais c'est parce que t'es fatigué. C'est que aussi la fatigue te rend plus sensible à la suggestion des contenus aussi. Mais et c'est aussi ça, c'est que TikTok, le cliché de TikTok, c'est le truc que tu regardes avant de t'endormir. Bah du coup, tu le regardes aussi dans un moment où t'es le plus hypnotisé. En fait, comme TikTok, c'est le truc que tu regardes quand précisément tu t'ennuies, t'es fatigué, t'es dans le revenge bedtime procrastination, etc. Bah forcément, t'es plus dans un état suggestible quand tu ouvres TikTok que quand tu vas ouvrir une autre application. Mais le brain rot arrive en critique de ça justement. Enfin en critique, pas dans le sens critique négative en mode c'est pas bien, mais en critique artistique, en transformation de ce constat-là en autre chose. Donc c'est pour ça que quotidien là, il parle pas de brain rot en fait. Il parle de slop IA, il parle de scrolling, il parle du danger des réseaux sociaux, mais il parle pas du brain rot. Ça va venir bloquer toutes vos capacités de contrôle. En fait, c'est ça le problème. C'est que vous n'avez plus la main, vous n'avez plus le contrôle. Vous êtes complètement passif, complètement captif. Mais on n'a jamais le contrôle. On n'a jamais toute la main et tout le contrôle dans cette putain de société de merde. Quand t'as un taf de merde, quand t'es jeune et que t'es à l'école et que toute ta journée c'est être assis sur une chaise à devoir bouffer des trucs que tu comprends pas, t'as aussi le sentiment de pas avoir le contrôle. Quand tes parents ils te disent de faire tel et tel truc, que t'as le sentiment de pas maîtriser ta vie, etc. C'est quoi ton contrôle sur ta vie quand t'es un gosse et que t'es coincé à l'école ? Donc évidemment ils vont aller rechercher un échappatoire sur les réseaux sociaux qui certes ne leur donne pas le contrôle de ce qu'ils veulent regarder, mais leur donne au moins le contrôle de dire non quoi. Alors Sylvie, que disent les études scientifiques sur l'évolution de notre cerveau ? Est-ce que c'est vraiment la dégringolade ? Alors, c'est une question Dites-nous difficile, non. il a fallu tout un documentaire pour répondre à cette question. J'aimerais vous dire non. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Alors, j'ai envie d'entendre non. Oui, j'ai bien compris. Mais donc, il y a effectivement des études qui montrent que si vous utilisez par exemple une intelligence artificielle type ChatGPT pour faire un dossier, d'accord, pour rédiger quelque chose, ou un devoir. Vous allez, un devoir, vous allez moins engager votre cerveau. Ah bon ? Ils ont fait des études scientifiques qui ont montré que rentrer un prompt et attendre une réponse n'engage pas ton cerveau de la même façon que quand tu écris du début à la fin. Tu veux dire que quand t'écris, ton cerveau il fonctionne, et quand t'écris juste un prompt, bah en fait, mais non,
Ah ouais? C'est fou! Je veux dire que ce serait pour ça que les gens utilisent les IA? C'est une dinguerie, hein. Oui, là, on est passé au chat GPT, au LLM, hein, globalement, voilà. On est sorti du brain rot. Hein. Que si vous utilisez un moteur de recherche, et là encore, vous engagerez moins votre cerveau que si vous faites cet essai seul, sans rien. Donc uniquement avec vos pensées, votre esprit critique, vos souvenirs. Donc oui, c'est un fait. On montre aussi, il y a des études qui montrent très clairement... Parce que le cerveau est un muscle, c'est ce qu'on nous dit à chaque fois, le cerveau est un muscle. Parce en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez besoin d'utiliser vos capacités. Si vous ne les utilisez pas, en fait, ce qui se passe, on parle beaucoup de troubles cognitifs, mais il y a autre chose qu'on appelle la métacognition. Qu'est-ce que c'est que la métacognition? C'est la connaissance que j'ai, moi, de mes propres capacités. Si je délègue en permanence mes capacités, c'est-à-dire que je ne me sers plus de ma perception visuelle, mais je regarde avec mon téléphone une cérémonie ou un panorama, je ne me sers plus de ma mémoire, mais je vais chercher dans mon téléphone ou dans mon ordinateur ou sur un moteur de recherche, je ne me sers plus de mon jugement critique, mais je pose toutes les questions que j'ai à ChatGPT pour qu'il y réponde. Oui, bon là, c'est le concours d'enfonçage de portes ouvertes, oui. Oui, tu délègues un truc. Et en plus, c'est même pas forcément vrai. Regardez le meilleur exemple, Psyodélique qui parle à son IA. Ah bah, il fait une métacognition de fou, hein, parce qu'il est jamais d'accord avec son IA, parce qu'il la trouve trop gauchiste à chaque fois. Et il est obligé de la mettre en mode sexy pour la faire taire. Donc vous inquiétez pas qu'il utilise l'IA, mais sa métacognition, elle est bien en place, quoi. Oui, les gens disaient ça déjà en moins 400 avant Jésus-Christ. Et en fait, parce que si les jeunes ils écrivent, bah en fait ils ne vont plus avoir la capacité de l'oral. L'arrivée de l'écriture, s'il y avait déjà des paniques morales là-dessus, bref. Oui, si je me sers du GPL, je travaille plus mon sens de l'orientation. Oui, bah t'arrives plus vite à ta destination aussi, je sais pas. C'est vrai, bon ça la métacognition en plus en vrai. Non, la métacognition c'est vraiment la conscience de tes mécanismes cognitifs. D'ailleurs très bon podcast Méta de choc là-dessus. Mais en fait c'est pas parce que tu délègues une partie de tes procédés cognitifs que tu n'as aucun recul sur ta délégation de tes... Bah finalement, ce que je perds, c'est la connaissance que j'ai de mes propres capacités. Et finalement, un jour, on m'a posé comme question, d'un point de vue scientifique, neuropsychologique, qu'est-ce que c'est que la connerie? Et si je réfléchis à cette question, je me dis que la connerie, c'est le fait de ne pas savoir ce que je sais et de ne pas savoir ce que je ne sais pas. D'accord, donc on est revenu à Platon et Socrate. Comme quoi, il n'y avait pas besoin de philosophie cognitive, hein. Il suffisait d'écouter les philosophes antiques. Hein. D'accord. La vraie sagesse, c'est de savoir que je ne sais rien. Et surtout, encore une fois, qu'est-ce qui lui fait dire que les jeunes, ils n'ont pas conscience de ça? Encore une fois, tu vois, je trouve que c'est d'autant plus insultant qu'ils aient utilisé l'exemple du brain rot. Le brain rot, c'est précisément ça. Le brain rot, c'est précisément ce qui émerge de jeunes qui ont du recul sur ce que le Covid et le confinement leur a fait, sur ce que l'hyperconnexion leur fait, etc. Et qui créent des trucs et qui créent une culture autour de cette surstimulation. Presque le brain rot, là où ça devient complètement pathologique, c'est que c'est un surinvestissement de cette surconscience de la métacognition. C'est un surinvestissement de la conscience de tes processus mentaux. C'est pour ça qu'on y retrouve beaucoup de marge, beaucoup de personnes queer, beaucoup de personnes neurodivergentes, etc. Et que presque là-dessus, tu pourrais dire qu'il y a un côté presque un peu toxique aussi à n'être que dans le constat et dans la surintellectualisation de ces trucs-là, et presque en rester captif à force de surintellectualiser, tu vois. Tu pourrais avoir un peu un recul critique vis-à-vis de ça, tu vois. Mais prendre le brain rot, enfin du coup, le brain rot très mal défini parce qu'ils ont montré que du slop, il y a d'extrême droite, mais prendre le brain rot comme exemple du fait qu'il y a plus de métacognition chez les jeunes et que les jeunes, ils savent plus comment leur cerveau fonctionne, etc. Alors que précisément, le brain rot à la base, c'est exactement ça, c'est le recul vis-à-vis de ça. C'est d'autant plus insultant, quoi. Bref, t'as un peu raison, mais t'es aussi d'élu pour 5% des gens qui utilisent l'IA, le brain rot de façon créative. T'as 95% de gens qui automatisent tout sans faire réfléchir. Mais oui, mais tout comme pour 5% de gens qui lisent un roman et ont un retour critique sur ce roman, t'as 95% qui bouffent tout ce que leur écrit Marc Lévy, qui disent ah ben c'est mignon quand même cette histoire d'amour. Genre c'est aussi ça, je veux dire à un moment, faut pas prendre les gens pour plus cons qu'ils ne sont, mais faut pas non plus prendre les gens pour plus intelligents qu'ils ne le sont. Genre c'est aussi genre désolé, à l'époque où les gens lisaient des romans et étaient en mode oui le livre etc, t'avais déjà des paniques morales sur les gens qui lisent trop, particulièrement les femmes, et t'avais déjà des gens qui lisent avec le plus ou moins de recul en fonction de leur éducation, de leur entourage, ou simplement du fait que bah oui parfois tu lis pour te vider la tête et parfois tu lis avec un recul artistique sur ce que tu lis, quoi. Ah, c'est tout. Même d'ailleurs le mépris de classe. Oh non c'est pas du mépris de classe, hein. Oui bon ok, j'ai fait un petit accent glottophobe peut-être, mais vous sous-estimez les bourgeois qui bouffent tout ce qu'ils lisent sans aucun recul critique, hein. Ils peuvent avoir toute l'éducation du monde,
monde, ils tombent quand même là-dedans. Hein. Parce qu'en fait, avoir été bon dans les études, ça veut pour beaucoup dire avoir été bon à apprendre par cœur, cracher des trucs. Ça, c'est pas trop de l'esprit critique. Hein. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que quelqu'un qu'on appellerait con? C'est quelqu'un qui ne sait pas qu'il ne sait pas. Et finalement, qu'est-ce qu'on est en train de devenir? On est en train de devenir des personnes qui ne savons pas ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, parce qu'on est en train de déléguer toutes nos capacités. Donc j'ai la réponse à ma question. Bah, c'est stupide. Si tu poses une question à ChatGPT, tu sais ce que tu sais pas vu que tu poses la question. Par contre, t'as moins de contrôle sur le contenu de la réponse, t'as peut-être une trop grande confiance en ce que ChatGPT va te dire, et ça c'est question d'éducation, sur l'utilisation des LLM, des Large Language Models, des IA génératives de texte, etc. pour savoir comment ces IA fonctionnent et savoir comment avoir un recul critique vis-à-vis des réponses qu'elles te donnent, etc. Mais justement... Ok, d'accord. Donc c'est pas forcément... Je la donne pas parce que pour donner la balle à Martin, ouais. parce que voilà. Mais j'ai la réponse à la question. Mais du coup, donc, les journalistes là-dedans. Parce que moi, en tant que streamer, je me sens parfaitement à l'aise dans le fait de dire que parfois je dis des trucs qui sortent de mon cul et des trucs que je sais pas et je fais genre je sais. Mais au moins, moi, je l'admets. Mais du coup, les journalistes dont le rôle, c'est d'être les sachants qui donnent de façon condescendante le savoir à un public captif. Y a pas d'esprit critique là-dessus. Y a pas un truc de peut-être que si on est trop péremptoire en affirmant ce qu'on sait, alors que globalement, on a fait un reportage de merde où tout ce qu'on a fait, c'est montrer des vidéos, une vidéo de Lina à des jeunes pour leur faire comprendre qu'ils sont bien cons. Peut-être que en fait, j'affirme quelque chose de façon péremptoire, alors qu'en fait, j'en sais pas grand-chose parce que j'ai un sujet à faire et que c'est mon métier qui veut ça. Les journalistes qui font pas la différence entre le slop IA et le brain rot, savent-ils qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent? Oui, déjà d'une. Est-ce qu'ils sont même au courant qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent? Ils nous ont parlé de brain rot tout à l'heure, ils nous ont donné la mauvaise définition et ils ont confondu les deux. Donc déjà, on peut dire donc que ces journalistes sont cons puisqu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Globalement, ils ont pas moins décrit la télé que TikTok. Oui, bah c'est pour ça qu'ils ont cité Platon. Hein. C'est en mode on vit dans une société quoi. Bon. Je ne suis pas complètement pessimiste non plus, parce qu'on a montré que le sevrage de nos téléphones, ça fonctionne, et qu'en une dizaine de jours, on peut récupérer une partie de ses capacités attentionnelles, mnésiques, de raisonnement. 10 jours d'abstinence totale, il y a eu un article récent. Donc ça va, donc tout va bien. Franchement, il y a des drogues, le temps de sevrage, il est beaucoup plus long que ça. Franchement, si en 10 jours de sevrage, tu récupères tes capacités... En plus, oui, je suis d'accord avec toi, tableau Excel, ça veut dire quoi? Abstinence de nos téléphones. Genre, par exemple, si t'as besoin de ton téléphone parce que ton groupe de discussion professionnel est dessus. Tu vois quoi, tu dois faire une abstinence de 10 jours en vacances, t'as pas ton téléphone, etc. et tu récupères toutes tes capacités. Genre, c'est quoi? Est-ce que tu bloques uniquement TikTok, YouTube et les trucs pas bien? Est-ce que tu t'abstiens juste des trucs toxiques? Et pareil, du coup, si tu t'abstiens de ton téléphone, est-ce que la télé ça compte? Est-ce que lire le journal ça compte? Qu'est-ce qui est mieux pour récupérer tes capacités mnésiques ou je sais pas quoi? Est-ce que lire un bouquin, rien n'y entravé, c'est avoir des meilleures capacités que regarder une vidéo, rien n'est entravé, je sais pas. Si ton réveil est sur ton téléphone. Oui, genre c'est quoi? C'est la magie de l'écran? C'est ce que tu consommes dessus? Non, on sait pas. C'est abstinence totale et puis après ton cerveau il remarche. Déjà d'une, écoute, pour une addiction, c'est quand même pas compliqué à sevrer, visiblement. Et surtout, donc, c'est quoi les conditions de récupérer tes capacités cognitives? Parce que du coup, s'il y a 10 jours sans ton téléphone, c'est aussi tes 10 jours de vacances. Est-ce que c'est pas aussi le fait d'être éloigné du stress du boulot aussi? Est-ce que c'est pas le fait de sortir de l'aliénation? Est-ce qu'on reviendrait pas au fait que... Bon, bref, ça m'énerve. Perso, mon panel de vocabulaire pour les insulter grandit de seconde en seconde, donc ils sont efficaces quotidien. Oui, quid de l'audio sans vidéo? Si tu te mets à que écouter la radio et plus... Est-ce que tu récupères des capacités? Est-ce que tu perds des capacités? On sait pas trop. Est-ce que tes 10 jours de sevrage, tu dois être tout seul? Tu dois voir des gens? Est-ce que si tu vois des gens qui, eux, regardent leur téléphone, est-ce qu'ils ont pas le droit de te montrer un truc? Perso, j'arrive pas du tout à me sevrer de toutes les distractions qui sont 100 fois plus attrayantes quand je dois travailler sur un écran. Et du coup, il faut trouver des façons pour trick ton cerveau à pas se laisser distraire. Mais en vrai, parce que y a des vrais sujets sur la difficulté de régulation de la concentration et de comment apprendre à réguler son rapport à la concentration, etc., etc. Bien sûr qu'il y a des trucs là-dessus. Mais en fait, le truc de en 10 jours, on est sevré et après, c'est quoi? Tu peux reprendre l'activité normale, tu dois continuer de t'abstenir et tu dois plus du tout toucher aux réseaux sociaux. Enfin, tu sais, il y a un truc de la solution de long terme, comment tu fais pour t'adapter à la société si t'es complètement sevré du téléphone, quoi. C'est vraiment une approche très dev perso basée sur la responsabilité individuelle, toujours et encore. Bah oui, en plus. Ah oui, c'est ça. Ça me fait bizarrement penser aux conneries de dopamine détox, s'il y a un mythe. Oui, c'est vrai que ça fait penser à ça, je suis d'accord, Marie Louvet. En fait, après, de toute façon, elle, à chaque fois, elle dit il y a des études qui disent que, des études ont montré que, c'est pas mieux que n'importe quel truc de pseudoscience que tu trouves un peu partout sur Internet. Mais oui, c'est ça, c'est un peu le truc de dopamine détox, en mode si tu te sevres complètement, tu récupères toute ta dopamine, etc., qui
sont déjà des immenses simplifications et voire des trucs qui sont complètement bullshit et qui servent juste à te vendre des espèces de formations de merde. Et ouais, moi je suis très dubitatif sur ce qu'elle raconte la meuf, parce que pour moi, j'ai l'impression qu'elle cite des trucs pour être alarmiste, pour après citer un truc pour dire non mais vous inquiétez pas, je suis pas alarmiste, et comme ça quoi qu'il arrive, en regardant Quotidien, t'auras été inquiet tout du long quoi. Allez-y, un dernier mot. Et ce phénomène de saturation, là où il est on peut être un peu pessimiste aussi, c'est que ce n'est pas seulement des créateurs un peu amateurs qui veulent se faire de l'argent facile qui le font, c'est quand même tout le contexte culturel aussi qui est en train de changer. Pour preuve, lorsqu'on voit Donald Trump, la communication de l'Iran ou de la Chine pour justement raconter ce qui se joue. Ok, enfin, il dit ouais, mais alors le truc de la surstimulation sensorielle, ça vient pas que des réseaux sociaux, c'est aussi le monde qui est comme ça. Oui, peut-être que le brain rot viendrait de là, peut-être, éventuellement, je sais pas. Les bombardements, il y a un contexte culturel qui cultive la saturation, qui du coup influe aussi sur les contextes de production médiatique, culturelle, et donc du coup, le brain rot, évidemment, c'est une tendance sur les réseaux, mais c'est quand même une lame de fond qui agite nos sociétés contemporaines. Mais on sera d'accord pour dire que Donald Trump, c'est pas un jeune con. En vrai, très bonne remarque de Jean-Michel Apathy. Les Trumpistes qui utilisent du slop IA, c'est des jeunes cons dans le brain rot ou c'est des vieux cons fascistes? Est-ce que c'est la nouvelle, ou alors c'est la nouvelle esthétique du fascisme des vieux? Ou alors est-ce que c'est des jeunes cons qui travaillent pour eux qui font ça? Genre tu sais, c'est un truc de ok, c'est des jeunes cons qui travaillent pour eux qui font ça. Mais enfin, ça intéresse bien les vieux de diffuser. Bon, bref. Allez. Mais ouais, du coup, voilà, Quotidien qui nous a vendu un sujet sur les réseaux sociaux qui rendent bêtes et le brain rot qui est l'exemple de comment les réseaux sociaux rendent bêtes, en ayant une mauvaise définition du brain rot, en confondant le brain rot avec le slop IA, en étant dans la panique morale habituelle, avec vraiment le bingo de regarder dans les années 50, les jeunes, ils avaient plus de vocabulaire que tous les linguistes, ils s'arrachent les cheveux de la tête en entendant ça. Et après, hey, Finkielkraut, il l'a dit aussi. Et regardez, le slop IA, il y a des trucs racistes et sexistes et c'est pas bien. Et en fait, du coup, les jeunes, ils sont en danger. Mais vous inquiétez pas, si vous vous sevrez 10 jours des écrans, vous pouvez faire une détox des écrans et vous récupérez vos capacités cognitives. Donc en fait, c'est pas grave. Donc on a fait le tour du truc. On est revenu au truc de au final, il suffit d'apprendre à contrôler et à comprendre son environnement culturel. Ce qui est précisément plus l'apanage des jeunes qui ont grandi avec que des vieux qui découvrent ça et qui sont c'est terrible. Qu'est-ce que regarde mon jeune? Pourquoi mon enfant il chante Skibidi? Bref, ça me fatigue ce discours de distinction sur les bonnes pratiques légitimes. 30 ans, j'en bouffe. Ah ouais. Hein. Et ça manque d'une vraie profondeur sociologique sur qui regarde quoi et à quel moment, quoi. Bon. J'avais déjà oublié que ça avait cité Finky, bravo le brain rot de la télé. Surtout qu'en plus, ils sont en mode quand tu regardes des vidéos sur TikTok, tu n'en retiens rien. Moi, je suis sûr que je regarde toutes les émissions de Quotidien, je retiens absolument rien de ce qui s'est raconté, à part un sentiment général que le monde est un peu angoissant, mais au moins on en a parlé, quoi. Et parce que c'est ce que Quotidien vend aussi, c'est une vibe. C'est ce que vous vendez aussi, et vous n'êtes pas mieux que ça, hein, vous n'êtes pas mieux que les autres, quoi. En plus, s'il y en a un qui a le cerveau qui pourrit, c'est bien Finky, oui, de fou. Et du coup, voilà, franchement là-dessus, pour conclure là-dessus, je vais vous conseiller deux choses. Le premier, c'est parce que quand on parle de brain rot, quand même, on ne peut pas ne pas parler de Skibidi Toilet. Et Seb Lafrite, il a fait une vidéo de 43 minutes sur Skibidi Toilet où il revient à la fin sur le concept de brain rot. Le mot brain rot, il a plusieurs sens. Le premier, c'est pour désigner un contenu sur Internet qui n'a aucune valeur créative et qui est jugé profondément abrutissant. C'est le terme qu'on sort tout de suite pour qualifier des contenus débiles, sans réel fond, et qui sont souvent générés par intelligence artificielle. Mais en fait, on met beaucoup de choses derrière ce mot alors que c'est hyper difficile à qualifier. Pourquoi un contenu serait abrutissant? C'est pas évident à définir et tout le monde n'a pas vraiment la même définition. Petit à petit, on a vu apparaître un second sens au mot brain rot, c'est devenu une insulte, une étiquette négative qu'on vient coller à tout ce qu'on trouve débile. Et c'est exactement ce qu'a fait notre génération à Skibidi Toilet. Pourtant, on l'a vu tout à l'heure, rapidement, mais cette série raconte quand même des choses. Et même si c'est pas l'œuvre du siècle, on a quand même une identité visuelle, une histoire, des idées de réalisation qui restent originales. Il y a des choses à défendre, en vrai de vrai. Alors la question c'est, pourquoi Skibidi Toilet serait du brain rot? Ma théorie, c'est que on a vu des têtes dans des chiottes qui chantent, on a trouvé ça ridicule, pourtant on a vu que les gamins adorent ça, et ça nous a suffi pour dire que cette génération partait en couille. En fait, on est juste en train de reproduire les schémas de nos darons avec la génération d'après. Et c'est ça, c'est un peu sa conclusion, enfin bref, je vous spoile pas toute la vidéo, franchement, allez la voir, mais c'est un peu sa conclusion, en fait, un peu de dire, mais en fait, notre façon d'utiliser le concept de brain rot, c'est juste une façon de reproduire les paniques morales des vieux sur ce que consomment les jeunes en disant que c'est la fin, que la nouvelle génération est perdue, etc. Alors que, en fait, on pourrait au contraire essayer de chercher et de voir la qualité et la valeur artistique qu'il peut y avoir et comprendre simplement quels sont les nouveaux paradigmes d'une génération qui ne sont ni positifs ni négatifs, qui sont juste neutres, quoi. Donc Skibidi Toilet, c'est un bon exemple parce qu'à l'époque, c'était vraiment quand on parlait de brain rot, c'est toujours Skibidi Toilet qu'on pointait du doigt, tu vois. Oh là là, les enfants qui hurlent, parce que t'avais même des vidéos TikTok
bon, je reviendrai pas là-dessus parce que ça, j'en avais parlé à l'époque, mais t'as vraiment des vidéos TikTok de parents qui filment leur gosse en train de hurler parce que leurs parents leur a confisqué la tablette. Et donc, t'as des parents qui monétisent leur gosse, qui pètent un câble parce qu'il veut son Skibidi Toilet. Et c'est quoi? Du coup, c'est du adult rot? C'est du brain rot d'adulte? C'est quoi? C'est du contenu slop pour dire oh là là, regardez, les enfants vont mal, quand je lui enlève sa tablette, il pleure, etc. Bah oui, évidemment qu'il pleure parce que tu lui as enlevé sa tablette, parce que tu lui as pas parlé, tu lui as enlevé sa tablette et tu l'as filmé, c'est humiliant en fait. Bref, tout ça pour dire que il y a aussi une production et une économie de la panique morale. Et là-dessus, bref, bon, j'aime bien la conclusion de Seb Lafrite qui est en mode bah ouais, mais au final, ce dont on parle de brain rot, c'est la façon qu'ont les millénials de se comporter comme des boomers avec la génération alpha, quoi, et la génération Z. Et un autre truc, pour le coup, c'est en anglais, c'est Aidan Walker. Lui, je l'adore. Alors lui, c'est vraiment, si vous voulez, bandé. Skibidi Riz Gyat, Ohio. Brain rot is media without a motive, and it is the most beautiful thing on the internet today. In an era where every post, every photo, every video is trying to sell you something, convince you of something, make you think or feel or act a certain way online, brain rot is the only thing that's just there to be there. It has no ulterior motive. That's the beauty of it. And I can et ça, c'est Aidan Walker, lui, c'est un mec de Know Your Meme. Et en gros, il a plein de takes un petit peu, il est vraiment très pro brain rot, etc. Il est vraiment en mode, on analyse ça d'un point de vue foucaldien, d'un point de vue surréaliste, etc. Très French Theory, etc. Et genre lui, il a vraiment un truc en mode, genre le brain rot, c'est le médium sans objectif dans un monde où tout le monde te demande de prendre position. Le brain rot, justement, c'est une libération de ça et c'est la beauté du truc, etc. Alors lui, c'est un bandeur de tout ça. C'est vraiment, il te fait des vidéos ultra bandeuses sur en fait, c'est la beauté de la réaction à la société postmoderne, etc. Enfin bref. Mais même si je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit et je trouve qu'il est un peu bandeur parfois, il pousse toujours à interroger les trucs d'internet, non pas sous l'angle de la panique morale, mais sous l'angle de la valeur artistique. Et ça, c'est ce que j'adore, quoi. What are you saying? As I would have said before I saw the light, that bro, this stuff isn't that deep. I want to say it is that deep. It is as important as. Et en mode non mais en fait non, le brain rot c'est aussi important que Shakespeare. C'est profond. Found and famous Shakespeare play as the most tragic opera. Que les opéras les plus tragiques, que les œuvres d'art que tout le monde regarde dans les musées et qui sont dans vos livres de classe. This is the thing that you're filling your life with. Your one and only life. Your scroll, your cultural world, your generation, the people around you. No people on earth are more important than the people that are on the earth right now. And no culture is more important than the culture that is animating discussion, shaping worldview. Oui, c'est vraiment un turbo maxeur, mais moi j'aime bien parce que à chaque fois quand je mate ces vidéos, je suis en mode ouais, je peux ne pas céder à la panique et regarder les pratiques de mèmes et les pratiques internet sous un angle de beauté. Et même si je bande un peu trop sur la beauté et que c'est un peu too much, bah en fait ouais, je peux changer mon regard là-dessus et arrêter d'être paniqué par littéralement tout ce que je vois sur internet. Et ça c'est pour ça que j'aime bien ces TikTok à Aidan Walker. Pour ça, il fait aussi des vidéos sur YouTube. Mais oui, c'est ça pousse à l'inversion des valeurs par rapport à ce que les médias dominants essayent de te forcer à penser sur le monde d'internet, quoi. TLDR, mépriser les méprisants. Oui, c'est ça, globalement, c'est ça. Mépriser les méprisants au final. C'est ce que j'aime faire. Enfin bref, donc voilà pour finir sur cette petite séquence quotidienne sur le brain rot. J'espère que ça vous aura intéressé et que vous aurez peut-être changé de perspective sur les gens.